Salut, ici EmiQuest, et voici mon résumé de l'histoire épique d'Ascension au pouvoir, le magicien de la cour banni vise L'histoire à débute devenir avec le notre plus personnage fort. principal, Si vous Alec, aimez mes qui passe son temps résumés, tranquillement à pêcher au n'oubliez bord de pas de l'eau. vous Un homme abonner étrange et l'approche d'activer et la lui demande cloche de s'il est notification. intéressé à apprendre à manier la magie. Leur entraînement commence aussitôt, et avant longtemps, Alec parvient à invoquer des flammes. Le contrôler comme un projectile reste cependant délicat, alors son instructeur, Eldas, lui enseigne comment se concentrer. Eldas lui demande d'imaginer la sensation de frapper sa cible, et lui dit aussi de visualiser les amis qu'il aura un jour. Tôt ou tard, ses compagnons se retrouveront en danger, et Alec devra intervenir pour les protéger avec sa magie. Cette idée fait des merveilles, car Alec désire ardemment protéger ceux qu'il aime, alors Eldaz lui dit de conserver ce sentiment en inspirant profondément. Enfin, Eldaz lui dit d'ouvrir les yeux et de laisser le sort s'envoler, et Alec lance avec succès 2 boules de feu. Fou de joie, Alex sourit de toutes ses dents, et Eldaz le félicite pour ses progrès. Alex admet que le sort d'aujourd'hui était particulièrement difficile, car il a fallu la majeure partie de la journée pour le maîtriser, mais Eldaz lui rappelle que les gens ordinaires ont besoin d'un mois entier pour atteindre le même niveau. Alec est impatient d'apprendre une nouvelle technique, mais Eldaz décide de ne pas le pousser trop loin, sachant que cela pourrait affaiblir l'entraînement global. Pour se rafraîchir, Eldaz suggère de se détendre en pêchant davantage. Alex se plaint, disant qu'il trouve la pêche ennuyeuse et ne peut penser qu'à apprendre plus de magie. Essayant de ramener son élève enthousiaste à la réalité, Elvis dit à Alec qu'il est un mage doué par nature. Même sans personne pour le guider, il croit qu'Alec deviendra un mage exceptionnel. Comme la rivière qui coule sans résistance, Elvis lui dit de laisser le destin guider le reste. Cela laisse Alec se demander pourquoi Elvis a choisi de lui enseigner en premier lieu. Eldus semble incertain de la réponse, mais avant qu'il n'ait à le faire, il est sauvé en attrapant un poisson. Et bien qu'étant un brillant instructeur de magie, Eldus est hilarantement mauvais à la pêche, alors Alec intervient pour l'aider à le remonter. Ce moment allège l'atmosphère, et il partage un rire avant de clore la journée. Le lendemain matin, Alec reprend son entraînement. La nouvelle formule magique est plus difficile que la précédente, mais Eldas l'encourage, lui disant qu'il est plus que capable. Les jours passent, Alec apprenant un nouveau sort chaque jour. Pourtant, tout n'est pas qu'étude et effort. Un jour, les deux se retrouvent dans une confrontation enneigée grâce à des boules de neige alimentées par la magie. Mais les jours paisibles ne sont pas destinés à durer éternellement, et finalement, Eldas révèle qu'il quittera bientôt la capitale. Alec est anéanti par la nouvelle, sachant que cela signifie qu'ils ne se reverront probablement jamais, et Eldas ressent clairement la même chose. Mais même maintenant, Eldas a encore des conseils à donner. Il avertit Alec que si l'occasion se présente un jour de rejoindre la cour impériale en tant que magicien, il devrait la refuser. Alec ne comprend pas la raison, mais ce qu'il veut vraiment savoir, c'est pourquoi Eldas lui a enseigné la magie au départ. Eldas hésite, l'émotion se lisant sur son visage, mais il esquisse un doux sourire et dit que c'était parce que la mère d'Alec l'avait aidé il y a longtemps, quand elle était encore en vie. Ce furent les derniers mots d'Eldas à son élève, laissant Alec silencieux et secoué. Les années passent, et Alec, maintenant un homme adulte, fréquente l'Académie royale de magie, il n'a jamais oublié le professeur qui a changé sa vie, et dans sa quête de réponse, il découvre qu'Eldas avait autrefois obtenu son diplôme en tête de sa promotion. Il est bien devenu un mage de cour, mais pour des raisons inconnues, il fut plus tard exilé. Alec réalise maintenant que c'est probablement la source de la tristesse qui persistait toujours dans les yeux d'Eldas. Avec cela à l'esprit, Alec prend une décision audacieuse. Il se fixe pour objectif de réformer la structure de la cour impériale. Pour rembourser la dette qu'il doit à Eldas, Alec jure de faire la différence. Et cela commence en devenant lui-même magicien de cour. Le temps avance rapidement et Alec a atteint son but. Il sert maintenant comme mage de cour, mais cela change rapidement lorsque le prince Régulus annonce le renvoi d'Alec. Régulus se demande si Alec comprend même ses propres devoirs. Alec répond que son rôle est d'assister le prince avec sa magie, mais Régulus a clairement autre chose en tête. Il insiste davantage, demandant si Alec a rempli ce rôle lors de leur dernière mission, mais Alec n'a pas de réponse. Le prince explique qu'il est un guerrier, mène de front car c'est son rôle, et leur porteur de bouclier, X, bloque les attaques sans hésitation car c'est son rôle, et leur mage, Lenny, utilise des sorts de flamme pour repousser les monstres, car c'est son rôle. Mais Alec, par contraste, n'a toujours utilisé que des sorts de soutien et de défense. Régulus dit que ce n'est pas suffisant, pas pour quelqu'un portant le titre de magicien de cour, il se demande si Alec ne détient la position que de nom. Alec admet qu'il s'est limité à la magie de soutien jusqu'à présent, mais insiste qu'il y a une raison valable à cela. Régulus n'est pas intéressé à entendre sa version. Il l'interrompt et dit à Alec d'admettre simplement que tout ce qu'il connaît est la magie de soutien de base. Puis il le qualifie de pitoyable pour prétendre être plus que cela, et les autres interviennent aussi. Lenny se moque de lui, disant qu'il avertit toujours l'équipe de ne pas s'enfoncer trop loin dans le donjon, alors qu'en réalité, à ses yeux, il a juste peur. Alec est stupéfait par les mots venant de ses anciens coéquipiers, mais Lenny lui dit qu'elle s'était simplement tue jusqu'à présent. C'est le roi qui a placé Alec dans leur groupe, mais ils ont atteint leur point de rupture. Aucun d'eux n'est plus disposé à se retenir, et ils sont fatigués de traîner quelqu'un comme Alec tout en s'attaquant à des donjons dangereux. Régulus dit qu'il avait entendu dire qu'Alec était le meilleur de sa promotion à l'académie, mais il est évident maintenant qu'il est incapable de faire quoi que ce soit
à moins que quelqu'un d'autre n'intervienne pour l'aider. Alec les supplie de le laisser s'expliquer, mais Régulus aperçoit quelque chose glisser sur le côté d'Alec. C'est une dague, et cela seul met le prince hors de lui. Il arrache l'arme à Alec et lui rappelle qu'il a donné un ordre direct interdisant aux roturiers de porter des armes. Alec essaie d'expliquer qu'il l'a apporté pour le prochain étage du donjon, car ils en auront besoin, mais Régulus n'a aucun intérêt à entendre des excuses. Il déclare que personne de son escouade n'est autorisé à agir de manière indépendante, et il dit que c'est exactement pourquoi il s'est opposé à l'intégration d'un roturier dans son groupe au départ, et il regrette de ne pas s'être battu plus fort contre cela. Régulus saisit alors Alec par les épaules, lui arrache la robe officielle du dos, et lui dit qu'il ne mérite pas de la porter. Il a fini de discuter, et tout ce que Régulus dit maintenant, c'est que leur équipe n'a pas de place pour quelqu'un comme Alec. Alors il lui ordonne de partir, et Alec reste là, figé. Plus tard cette nuit-là, Alec se plonge dans l'étude, déterminé à apprendre tout ce qu'il peut sur le donjon. Il utilise la magie pour feuilleter plusieurs livres à la fois, examinant les plans d'étage et les données magiques avec une concentration précise. Il compile une analyse complète des menaces qui l'attendent au 30e niveau, et conclut que l'équipe de Régulus n'a pas la capacité magique de s'en sortir. Sa conclusion est basée sur la force des monstres, la difficulté du terrain et les taux d'échec connus des précédentes. Avec leur configuration de groupe actuelle, Alec est convaincu qu'ils n'en sortiront pas vivants. Alec souhaite que les choses se soient bien passées différemment, et il a sincèrement essayé d'être utile, mais au final il n'a tout simplement pas pu gagner la confiance du prince. Alors qu'il est sur le point d'abandonner, Alec réalise qu'il reste encore une option. Il sait que Régulus ne l'écoutera pas, alors il décide d'approcher le roi lui-même. Mais quand il atteint le château, il est refoulé à la porte car il n'est plus magicien de cour et les citoyens ordinaires ne sont pas autorisés à entrer sans approbation officielle. Pourtant, Alec refuse de partir et insiste qu'il détient des informations trop importantes pour être ignoré. À ce moment précis, Lenny apparaît pour rappeler à Alec qu'il allait été renvoyé. Elle ricane qu'il n'est plus magicien de cour, juste un roturier ordinaire de plus. Elle dit qu'elle a entendu de nombreux récits sur sa prétendue brillance à l'Académie de magie, mais le voyant maintenant, elle se dit que ces histoires devaient n'être des mensonges. Une rumeur affirmait même qu'Alec avait battu des records dans le donjon de la capitale. Jusque-là, personne n'avait dépassé le 30e étage, mais Alec aurait atteint le 68e. Lenny a toujours douté de cette histoire, et maintenant elle se sent validée. Alec ne répond pas à ses piques et choisit de rester silencieux, car il a encore quelque chose d'urgent à livrer au roi. Il lui rappelle que c'est le roi lui-même qui l'a assigné à l'équipe de Régulus, et cela doit signifier que le roi lui faisait confiance. Le message qu'il porte est destiné à protéger le prince, et Alec croit que le roi l'écouterait s'il avait juste la chance de le transmettre. Lenny revient, semblant accepter la lettre, seulement pour la déchirer en morceaux juste devant lui. Elle dit qu'elle en a fini d'écouter les paroles d'un roturier, puis ordonne aux gardes de le jeter dehors sans ménagement. Plus tard, Alec réfléchit au fait que 4 ans se sont écoulés depuis l'obtention de son diplôme, et il se dit qu'il a vraiment fait de son mieux en tant que magicien de cour. Pourtant, il ressent le poids échu de l'échec, et sait qu'il doit des excuses à Eldas. Au final, il n'a pas pu réformer la cour impériale comme il l'avait promis. Soudain, une voix familière l'interpelle, et Alec se tourne pour voir Georgia, une vieille amie du passé. 4 ans se sont écoulés depuis leur dernière rencontre, mais elle peut dire tout de suite que quelque chose ne va pas. Alex s'excuse pour l'ambiance morose, et Yora exprime sa frustration concernant le royaume de Galdana. Elle dit qu'elle en a marre de la façon dont cet endroit s'accroche à des idéaux dépassés sur le sang noble et la classe sociale, et comment la discrimination prospère encore à cause de ses conneries. Bien qu'elle soit clairement contrariée par ce qu'il a traversé, elle admet aussi être un peu contente que cela soit arrivé. Elle lui rappelle ce qu'elle avait dit autrefois, qu'un jour elle le ferait rejoindre son équipe, et c'est exactement pourquoi elle est venue dans la capitale. C'est sa chance maintenant. Alors Yora lui demande s'il aimerait replonger dans les donjons, cette fois avec son ancienne équipe. Elle lui dit qu'elle a vraiment besoin de sa force et qu'elle serait heureuse de l'avoir à nouveau à ses côtés. Alec est pris de court, car c'est un revirement complet par rapport à la façon dont le groupe de Régulus l'a traité. Autrefois, mage de cour rejeté pour être un poids mort, Alec portait le fardeau de l'échec et du doute. Mais heureusement, Nora ne prête aucune attention à tout cela. Elle voit au-delà de ses doutes et lui rappelle qu'il est bien plus que ce qu'il croit être. Elle lui dit qu'elle n'a besoin de personne d'autre, seulement de lui. Ces mots le touchent plus profondément qu'elle ne le réalise, et puis elle révèle quelque chose de plus. Son groupe s'était promis qu'un jour, ils reviendraient tous le chercher. Elle ne veut pas le presser s'il a d'autres projets, mais sa sincérité l'a déjà atteint. Alec accepte de les rejoindre, et Newhall l'accueille de nouveau dans leur escouade de rang A. Plus tard sur le chariot, Alec rêve d'une conversation passée où Elvis l'avait averti de ne pas faire partie de la cour. Yara lui demande s'il va bien, et Alec répond simplement que son ancien mentor avait eu raison sur quelque chose après tout. De retour au palais, Régulus apprend qu'Alec a quitté le royaume et est retourné à la vie d'aventurier, et le groupe se moque de leur ancien compagnon. L'Académie l'avait autrefois appelé son étudiant le plus brillant, et Régulus avait été impatient de voir à quel point il était vraiment impressionnant. Mais après avoir combattu à ses côtés, Régulus a conclu qu'il n'était qu'une déception sans colonne vertébrale. Lenny dit qu'elle est juste soulagée de ne plus avoir à faire face à ce roturier inutile. Le remplaçant d'Alec est déjà en place, le brillant fils d'une maison noble nommée Vaughan, et en tant que véritable noble, il contribuera bien plus qu'Alec n'aurait jamais pu le faire. Et avec Vaughan maintenant dans l'équipe,
L'aîné dit qu'ils traverseront le donjon plus vite que quiconque auparavant, elle se vante que le nom de Régulus résonnera à travers le monde, et ils éclatent tous de rire maniaque. Pendant ce temps, notre protagoniste arrive dans la ville donjon, connue sous le nom de Fetzel. Yara adore cet endroit, car contrairement au royaume, Faisal ne porte pas les mêmes vieux préjugés et restrictions de classe, c'est donc la base de son groupe depuis des années. Mais avant de pouvoir s'aventurer dans un donjon, Alec doit s'enregistrer officiellement comme aventurier. Cette partie est assez facile, mais un nouvel obstacle apparaît. À Faisal, aucun aventurier n'est autorisé au-delà du 30e étage d'un donjon sans permis spécial, et ce laissez-passer n'est accordé qu'après 2 ans d'adhésion à la guilde. Et comme Alec vient de s'inscrire, il ne se qualifie pas, ce qui signifie que pour l'instant, ils devront attendre 2 ans. Les deux décident de se reposer un peu, et pendant leur pause, Nora explique que son équipe a déjà atteint le 52e étage de leur donjon actuel. Elle veut qu'Alec fasse partie de ses progrès, mais attendre 2 années entières n'est pas une option. Au lieu de se fixer sur ce qu'ils ne peuvent pas faire, Yora choisit de se concentrer sur ce qu'ils peuvent. Elle rappelle à Après Alec tout, ce sont des que les aventuriers, niveaux inférieurs et des dans une donjons ville construite ne autour des nécessitent donjons, les aucun opportunités ne manquent pas. laissez-passer. Peu et après, qu'il les deux devrait sont y avoir engagés dans un beaucoup combat au d'endroits 2e étage pour d'un qu'ils tel donjon. s'entraînent. Yara lance un sort de renforcement sur Alec, et il abat rapidement plusieurs des guêpes géantes qui les entourent, mais soudain, Yara se sent mal à l'aise. Elle avait prévu que cette sortie serait un échauffement facile, pourtant quelque chose ne va pas. Elle cligne des yeux, pensant que ses yeux la trompent, alors que l'essaim autour d'eux se multiplie à une vitesse choquante, mais Alec confirme que ce n'est pas une illusion. Les insectes sont furieux, et d'après leur comportement, ils concluent que leur nid a été dérangé. Yora conjure alors une barrière magique pour attirer l'attention de l'essaim, mais Alec la presse de ne pas avancer. Elle le surprend, disant qu'elle a la situation sous contrôle. Normalement, Alec pourrait gérer des monstres comme ceux-ci seul, mais elle peut dire qu'il ne donne pas le meilleur de lui-même. Elle connaît son potentiel, pourtant quelque chose semble le freiner. Et c'est pourquoi elle lui dit de la laisser gérer pour l'instant. Cela pourrait être difficile, mais elle dit qu'aider un camarade dans le besoin est exactement à quoi servent les coéquipiers. Ces mots le touchent profondément, remuant quelque chose en Alec. Il se rappelle qu'il n'est plus magicien de cour, il est aventurier maintenant. Tout comme Eldas le lui avait enseigné autrefois, il se répète que la vraie magie est destinée à protéger ce qui est précieux. Alec serre les poings et décide qu'il ne se retiendra plus. Il déchaîne un sort offensif, envoyant des rafales d'énergie qui déchirent les guêpes environnantes. Plus de monstres se précipitent, mais Yora se sent plus forte cette fois. Avec le vrai Alec combattant à ses côtés, elle lève un bouclier derrière lequel il peut opérer comme au bon vieux temps. Alec chante à nouveau, et des éclairs s'abattent d'en haut, anéantissant la dernière guêpe de l'essaim. Elle crie victoire, mais sa joie s'estompe rapidement alors que le sol s'ouvre et qu'un énorme ver berserk en jaillit. Alec comprend instantanément pourquoi l'essaim était devenu fou, mais il n'y a pas de temps pour s'y attarder. La créature bondit, s'enroulant autour de Yora, mais Alec a déjà un plan qui se forme. Il connaît le sort dont il a besoin, bien qu'il hésite, un faux mouvement pourrait la blesser. Il interpelle Yora, lui rappelant qu'elle avait maîtrisé les meilleurs sorts de barrière défensive à l'académie. Ils ont toujours combattu en parfaite synchronisation, alors Yora comprend immédiatement ce qu'il pense. Elle réplique avec un sourire, lui rappelant qu'il était autrefois l'étudiant avec la magie offensive la plus puissante de toute l'école. Leur confiance étant alignée, Alec déchaîne toute sa puissance. Il chante le nom de son attaque, sacrifice de flammes, et libère un torrent de flammes ardentes qui engloutit le ver monstrueux. Yora s'abrite derrière sa barrière, tandis que la tempête de feu consume leur ennemi, et quand la fumée se dissipe, les deux se tiennent triomphants au milieu des cendres. Alec lui dit qu'il a toujours eu foi en elle, et Yora sourit, disant qu'il est toujours le mage le plus puissant qu'elle ait jamais connu. La scène se déplace ensuite vers un souvenir de leur jour à l'académie. Leur groupe est engagé dans un combat, le dragon enragé, assez féroce pour manier 5 pouvoirs élémentaires successivement. Le combat tourne au vinaigre, et Nora est presque épuisée, après avoir protégé l'adolescent du barrage incessant de la créature. Juste au moment où la bête se prépare à les achever, Alex intervient et anéantit le dragon d'un seul coup. Ce moment entrerait dans l'histoire, le jour où l'équipe d'Alex a conquis le 68e étage du donjon royal, prouvant que l'histoire légendaire était vraie. Leur groupe a éclaté en célébration, jurant qu'ils resteraient ensemble quoi qu'il arrive ensuite. Nous revenons ensuite au moment juste avant la remise des diplômes, quand Alec faisait partie d'un groupe d'étudiants d'élite connu dans toute l'académie. Il était composé d'Ornus, guerrier brillant, de Krasia, la mage guérisseuse intelligente, de Yora, la maîtresse de la magie de soutien, et d'Alec lui-même, le mage offensif de premier ordre. Le jour de la remise des diplômes, les 4 venaient de battre le record absolu de l'académie en donjon, atteignant le 66e étage, ce qui leur a valu les meilleures places et une reconnaissance dans toute l'école. Mais alors qu'ils rentraient ensemble, discutant de leurs futurs objectifs, Alex s'est soudainement arrêté et leur a dit qu'il ne prévoyait pas de continuer avec eux, car il avait décidé de devenir un mage de cour à la place. Ses coéquipiers étaient visiblement déçus, surtout Ornus, qui avait espéré qu'avec Alec à bord, il pourrait former l'équipe d'aventuriers la plus forte que le monde ait jamais vue. Pourtant, il respectait le choix d'Alec, sachant qu'il devait avoir ses raisons. Mais avant qu'ils ne se séparent, Yora a clairement fait savoir qu'elle n'abandonnait pas,
et dès qu'Alec serait de nouveau disponible, elle serait là, l'attendant pour l'intégrer à son groupe. Cela nous ramène au présent, où Yora accueille joyeusement Alec dans l'équipe. Pour fêter ça, elle lui offre un repas chaud, mais il s'avère qu'elle ne supporte pas très bien l'alcool car après une seule chope de bière, elle marmonne déjà et tient à peine debout. En quelques instants, elle est inconsciente, affalée sur son siège, alors Alec pose sa veste sur elle pour qu'elle n'attrape pas froid. C'est alors qu'un homme apparaît soudainement derrière lui, commentant qu'Alec semble inhabituellement pensif pour un aventurier. Supposant qu'il n'est qu'un ivrogne aléatoire cherchant des ennuis, Alec choisit de l'ignorer et se détourne. Mais l'homme n'aime pas être ignoré et il balance sa bouteille avec colère sur Alec. Le verre se brise, mais Alec avait déjà activé un sort de barrière, bloquant l'attaque avec facilité. Il se prépare à répliquer, mais l'homme le surprend en l'appelant par son nom et en disant qu'il est à la hauteur des rumeurs. Puis, faisant glisser un permis de donjon sur la table, il dit à Alec de le considérer comme des excuses pour un test si grossier. Alec, toujours un peu irrité, se sent maintenant plus confus que tout. Il n'a aucune idée de qui est cet homme jusqu'à ce que Yora, encore groggy de son état d'ébriété, se redresse soudainement et demande ce que le maître de guilde fait ici. Alec se fiche sur place, réalisant que l'homme n'est autre que le maître de guilde lui-même. Le maître de guilde lui dit alors calmement qu'il aimerait voir de quoi l'ancien magicien de cour est vraiment capable et l'invite à venir sur les terrains d'entraînement pour une démonstration. Bientôt, ils arrivent à la chambre d'essai de la guilde où l'homme se présente enfin correctement en tant que Leviel Stance. Alec se souvient immédiatement d'avoir entendu des récits du passé de Leviel et il était autrefois membre d'une équipe d'aventuriers d'élite de rang S, donc Alec sait que ce combat ne sera pas facile. Pourtant, il est ravi car il y voit l'occasion parfaite d'aiguiser son avantage avant d'entrer dans un vrai donjon. Dès que le match commence, Alec ouvre avec un éclair, mais Leviel esquive rapidement et riposte avec une entaille d'eau tranchante. Alec réalise rapidement que la magie à distance ne sera pas efficace dans ce combat et qu'il devra s'approcher s'il veut avoir une chance dans ce duel. Mais avant qu'il ne puisse s'approcher, Leviel active des sorts d'amélioration corporelle, augmentant considérablement sa vitesse et sa force. Il se déplace si vite qu'Alec a du mal à le suivre du regard. Et quand Livio attaque enfin, Alec parvient à lever une barrière juste à temps, mais même avec le bouclier, l'impact le projette violemment contre le mur. Yora tressaille d'inquiétude, mais Alec se remet vite sur pied, assurant à tous qu'il va bien. Il admet que la vitesse l'a pris par surprise, mais maintenant qu'il l'a expérimenté une fois, il commence à réfléchir à des moyens d'y réagir. Puis un sourire se dessine sur son visage, car il se souvient que lorsqu'il servait le prince, il lui était interdit de prendre l'initiative au combat. Mais maintenant, en tant qu'aventurier, il n'a plus de telles contraintes, il n'est donc plus limité aux esquives et aux sorts de soutien. Canalisant sa magie dans son bâton, Alec le transforme en une lame lumineuse et charge droit sur Livio. En réponse, Livio lance une autre entaille d'eau, mais Alec la tranche avec aisance, réduisant la distance. Livio est impressionné, mais il doute qu'Alec puisse faire de même une fois qu'il commencera à donner des coups. Il renforce encore plus son corps et fonce à nouveau vers Alec, mais cette fois, Alec est prêt. Juste au moment où Livio entre à portée de frappe, elle déclenche un sort d'éclair caché qui explose en plein visage, l'étourdissant assez longtemps pour qu'Alec lui porte un coup direct avec sa lame magique. Livio trébuche en arrière, sincèrement surpris qu'Alec ait réussi à percer sa défense. Il comprend enfin pourquoi Yora parle toujours si bien de lui, mais le test est loin d'être terminé. Avec un sourire narquois, Levial active l'ancien artefact en sa possession, et alors d'énormes gantelets lumineux se forment autour de ses deux bras. Et un seul coup de ces gantelets s'abat sur le sol et laisse un putain de cratère derrière lui. Alec comprend instantanément qu'encaisser ne serait-ce qu'un seul coup de ces gantelets serait catastrophique. Il sait donc qu'il doit agir avec prudence. Pourtant, il refuse de reculer et lance un autre sort d'éclair, mais cette fois, l'effet ralentit à peine Levial. L'artefact que Levial a activé a un effet secondaire. Il régénère progressivement ses blessures. Cela signifie que plus ce combat s'éternise, plus les chances d'Alec de gagner diminuent. Réalisant qu'il doit empêcher Levial de guérir, Alec maintient la pression, lançant des frappes rapides. Mais aucun de ses coups ne porte, car la vitesse et les mouvements de Levial sont trop précis. Frustré, Alec le nargue, lui demandant s'il a trop peur de l'affronter de front. La provocation fonctionne, et Levial riposte, perdant sa précision et s'exposant juste assez longtemps pour qu'Alec le lacère à travers l'estomac. C'est l'ouverture qu'Alec espérait, il a donc enfin porté un coup solide. Mais il sait qu'il en faudra bien plus pour vaincre Liviol. Liviol charge à nouveau, et Alec lève une barrière, le coup de poing la transperce, brisant complètement le bouclier. Malgré tout, l'impact ralentit Livial juste assez pour qu'Alec lui porte un coup amplifié par un sort en pleine poitrine. Livial n'est pas prêt à perdre, alors il abat son poing avec une force dévastatrice, soulevant un gigantesque nuage de poussière qui recouvre le champ. Yora commence à s'inquiéter que Livial aille trop loin pour ce qui est censé être un test, car ce dernier coup semblait devoir assommer Alec, mais alors Alec apparaît derrière Livial et lui porte un dernier coup avant que sa baguette ne se brise et qu'il ne s'effondre. Yora court le vérifier et Livio admet qu'il a peut-être poussé les choses trop loin et il déclare Alec vainqueur. Alors que Yora commence à soigner les blessures d'Alec, Orniz arrive, lassé d'attendre et choqué d'apprendre qu'Alec vient de combattre Livio.
Il dit à Livial que c'était un peu excessif d'utiliser son arme la plus puissante dans un match d'entraînement, mais Livial répond que les choses sont devenues intenses et qu'il s'est laissé emporter en Le plein test ne s'est combat. pas déroulé comme prévu, mais Maintenant qu'il a Ornest vu félicite Alec tout de se même battre, Alec d'avoir réussi. Livial est Comme Alec sûr et qu'il qu'il est est toujours prêt à entrer il dans le le ramène donjon et le laisse et se lui reposer sur un remet le canapé. pass du À donjon. présent, tout le monde sait ce qu'Alec a traversé en tant que mage de cour. Et le fait qu'il ait tenu aussi longtemps est tout simplement incroyable. Incroyable. Le palais était rempli de snobs qui ne supportaient non pas la vue d'un roturier dans leur rang. Alec a donc dû se battre de toutes ses forces juste pour tenir bon aussi longtemps. À ce moment-là, la réceptionniste fait irruption dans la pièce, appelant d'urgence le maître de guilde avec de mauvaises nouvelles. Livio dit rapidement au groupe qu'il doit s'occuper de quelque chose et leur demande de rester et de veiller sur Alec pendant son absence. Avant de partir, il les avertit de ne pas s'approcher de sa réserve d'alcool, surtout de ne pas toucher aux bouteilles rares. Au moment où Livio sort, Ornis se dirige nonchalamment vers l'étagère à liqueurs et attrape la bouteille la plus extravagante qu'il puisse trouver, souriant à lui-même juste pour embêter Livio plus tard. Puis, redevenant sérieux, il demande à Georgia de lui raconter toute l'histoire du temps d'Alec en tant que mage de cour. Jusqu'à présent, il n'avait entendu que des bribes vagues et des rumeurs. Et ce qu'il entend le stupéfie. Le travail d'Alec était de servir de protecteur personnel du prince, mais il lui était interdit de porter une épée ou d'utiliser toute magie qui pourrait éclipser le prince. Il était utilisé pour transporter les fournitures et gérer l'inventaire pendant leur voyage. Et le pire, c'est qu'après avoir été forcé de ne compter que sur des sorts de soutien, le prince a eu le culot de le traiter d'inutile pour ne pas utiliser de magie d'attaque. Ce dernier détail déconcerte Ornest, qui a toujours pensé qu'Alex était spécialisé dans la magie offensive. Yora confirme que c'est vrai. Alex a fait des efforts considérables pour apprendre des sorts de soutien, juste pour rester dans les bonnes grâces du prince, même si cela ne lui convenait pas. En entendant tout cela, Ornest est furieux. Les mauvais traitements qu'Alec a subis sont bien pires que ce qu'il imaginait. Et dès qu'Alec commence à se réveiller, Ornest ne se retient pas et lui dit qu'il devrait oublier le donjon pour l'instant et aller donner à ce prince gâté une leçon qu'il n'oubliera pas. Mais Alex, encore groggy, dit calmement à Ornas de laisser tomber. Il admet que cela le dérange toujours, mais pas au point de chercher à se venger. Ornas propose d'aller tabasser le type pour lui, mais Alec rit doucement et pose une main sur son épaule. Il dit qu'il n'y a pas de moi, car il est juste heureux d'être enfin libre et de faire ce qu'il aime avec des gens en qui il a confiance. C'est tout ce qui compte maintenant. D'ailleurs, sans personne pour couvrir les échecs du prince, le doux karma ne tardera pas à le rattraper. Cela donne une idée à Ornus, et il dit à Alec qu'il devrait se concentrer sur le fait de devenir le plus grand groupe d'aventuriers que le monde ait jamais vu. Et une fois que les rumeurs atteindront la capitale, le prince réalisera ce qu'il achetait. Et quand ce jour viendra, Alec pourra le regarder droit dans les yeux et lui dire ce qu'il veut, comme il l'entend. Alec admet qu'il aime l'idée, et il se tape Dax du poing, jurant qu'ensemble, ils deviendront le groupe le plus fort qui soit. Au même moment, dans une autre partie de la guilde, une aventurière gravement blessée d'un groupe de rang S est soignée, tout en faisant son rapport au maître de guilde sur sa dernière mission. Elle s'appelle Krista, et la mission avait complètement déraillé, tout s'était effondré, et ses coéquipiers sont toujours piégés au plus profond du donjon. Alors elle supplie Livio de rassembler une équipe pour les secourir. Livio convoque immédiatement une réunion d'urgence, mais avec un préavis si court, les seuls aventuriers disponibles sont ceux déjà présents à la guilde. Il informe le groupe réuni qu'ils formeront une équipe de sauvetage pour récupérer le reste du groupe de Krista, actuellement bloqué au 64e étage du donjon. La tension remplit la pièce, alors que chacun échange des regards inquiets, car ils savent tous à quel point cet étage est risqué. Pendant que la réunion bat son plein, Alec est toujours assis seul dans le bureau de Livial. C'est là que Kreja le trouve, surprise de le voir seul. Elle le salue chaleureusement et lui demande comment il va, mais à en juger par les ecchymoses et les coupures sur tout son corps, la réponse est évidente. Elle lui demande pourquoi il n'est pas à la réunion, et Alec dit doucement qu'il ne voulait pas s'immiscer. Tous les autres participants sont de rang A, et il ne se sent toujours pas à sa place parmi eux. Sans dire un mot, Kreger lève la main et lance un sort de guérison, soignant les blessures d'Alec. Puis elle le regarde et lui rappelle gentiment que personne dans cette guilde ne le considère comme un étranger. Pendant qu'il travaillait à la cour royale, Alex s'était habitué à se fondre dans le décor, à ne jamais prendre la parole, à ne jamais se faire remarquer de peur d'offenser les nobles arrogants. Et même maintenant, il a du mal à se débarrasser de ses habitudes, même si les choses sont différentes ici. Kregia voit le poids qu'il porte, alors elle tend la main et lui tapote doucement la tête, lui disant qu'elle est toujours là s'il a besoin de parler à quelqu'un. Et le geste lui remonte le moral, plus qu'il ne l'avait imaginé. Quelques instants plus tard, Ornest et Yura reviennent. Ornest a l'air remonté en disant à Alec qu'ils viennent de se voir offrir l'occasion parfaite d'explorer le donjon. Il le met au courant de la mission de sauvetage et ajoute que la zone où il se dirige est surnommée le tueur de tanks. Et la raison est que la magie de guérison est complètement annulée à l'intérieur. La seule façon de récupérer est avec des potions, ce qui signifie que la survie est beaucoup plus difficile. Alec est surpris que Krasja ait accepté une mission comme celle-ci, étant donné à quel point elle dépend des sorts de guérison. Mais elle admet qu'elle n'est pas vraiment enchantée par cela. En fait, elle déteste tout de cet endroit. Elle n'a cédé que parce qu'Ornus n'arrêtait pas d'insister sur le fait que ce serait la première mission parfaite pour la nouvelle équipe.
Alec commence à douter d'être même assez fort pour aider, mais Yora le coupe court immédiatement. Elle lui dit qu'il est la clé de toute l'opération, sa magie est ce dont dépend leur stratégie, et sans lui, ils n'auraient aucune chance. Le groupe se dirige bientôt vers le donjon, et alors qu'ils se tiennent devant son entrée imposante, Ornas déclare avec confiance que cela marquera le début de l'histoire légendaire de leur groupe. Puis ils commencent à exposer leurs options et leurs plans. Ce donjon possède un champ magique unique qui supprime complètement la magie de guérison. Cela les forcera donc à compter entièrement sur les potions et les tactiques d'évasion pour survivre aux attaques. Leur destination est au plus profond, près de la chambre du boss, du niveau 64, où les membres de la guilde de Christa sont actuellement piégés. Mais atteindre ce point signifie d'abord traverser chaque étage précédent et vaincre les boss qui les gardent. Ornis évalue rapidement la situation et note que s'ils avancent, étage par étage, ils arriveront bien trop tard. C'est alors que Yora sort un cristal magique étincelant, révélant que Christa le leur avait donné à l'avance. Et avec cet objet, ils peuvent décontourner tous les niveaux précédents et se téléporter directement au niveau 64. Alec reconnaît instantanément que cela doit être un artefact exceptionnellement rare et puissant. Alors Yora dit que Christa n'a pas hésité ensuite que le à boss le du leur niveau donner, 64 est car sa apparemment seule un mort priorité vivant, ce est qui de rend malheureusement la secourir magie de ses guérison coéquipiers, basée sur la lumière de quel Kraja qu'en soit le inefficace. Et comme Yora elle-même est une mage de soutien, l'essentiel du combat reposera sur les épaules d'Alec. Ornis dit ensuite à Alec de conserver autant de mana que possible, proposant de s'occuper des ennemis mineurs, afin qu'Alec ne gaspille pas son énergie avant d'atteindre la vraie menace. Krasia est d'accord, exhortant le groupe à se préparer, avertissant qu'à partir de ce moment, ils affronteront la mort elle-même. Même un groupe de rang S expérimenté a été complètement anéanti à cet endroit. Au lieu d'être intimidé, Ornus sourit avec une énergie folle, plus vivant que jamais. Il rallie le groupe, criant que c'est ici que commence véritablement l'histoire de leur groupe légendaire. Sur ce, Yora lance le cristal haut dans les airs. Alors qu'il se brise, il s'active, les téléportant instantanément au plus profond du donjon, directement au niveau 64. Le groupe se matérialise dans une caverne sombre et humide, et en quelques instants, une vague de squelettes morts-vivants commence à se lever, armés d'épées et de boucliers. Mais Ornus n'hésite pas une seconde. Il dégaine sa lance et charge de front, frappant la première vague avec une précision impitoyable. À chaque coup de lance et balayage, il démantèle des groupes de morts vivants sans effort, se vantant que le niveau 64 semble ridiculement facile jusqu'à présent. Le reste de l'équipe reste en arrière un instant, observant silencieusement, tandis que d'autres squelettes sortent des ombres et commencent à avancer. Ornest, imperturbable, poursuit son carnage, abattant tout ce qui bouge. Mais elle s'inquiète rapidement, car il s'est trop éloigné de sa zone d'effet, alors elle se met à courir, l'appelant à revenir en formation. Alec et Kraja suivent de près, marmonnant tous deux « Cornus ira probablement bien ». Après tout, il est armé d'un artefact légendaire, la lance noire perçante, elle est presque indestructible, toujours affûtée comme un rasoir, et extrêmement efficace au combat, c'est donc une arme parfaite pour quelqu'un qui se bat avec des tripes plutôt qu'avec son cerveau. Alec interpelle Ornus, lui demandant s'il a besoin d'un coup de main, mais Ornus répond avec confiance que c'est un jeu d'enfant pour lui, et continue de démolir chaque ennemi qui ose s'approcher. Alec rit doucement, et continue de marcher aux côtés de Kraja, quand tout à coup, il sent quelque chose d'inhabituel derrière lui. Faisant confiance à son instinct, il lance un éclair par-dessus son épaule. Quand la fumée se dissipe, il n'y a rien en vue. Yun Krasia a l'air perplexe, demandant ce que c'était. Alec admet qu'il pensait que quelqu'un était derrière lui. Mais c'était peut-être juste une fausse alerte. Toujours mal à l'aise, il tire son épée et s'élance en avant, fendant l'air devant lui. Sa lame entre en collision avec quelque chose d'invisible qui se révèle soudain être la faucheuse. Ornus sourit et commente qu'Alex n'est pas en forme comme il l'avait supposé, ajoutant qu'il avait senti l'ennemi invisible plus tôt, mais n'avait pas pu s'en occuper lui-même. La faucheuse riposte, repoussant Alec d'un coup, mais Alec récupère rapidement, dévie le coup et se retire vers Ornus. À ce moment-là, Alec comprend qu'Ornest lui faisait entièrement confiance. Comptant sur lui pour gérer les menaces venant de derrière sans avoir besoin de regarder en arrière, c'est un sentiment qu'Alec n'avait pas ressenti depuis des années, une vraie camaraderie, et cette prise de conscience allume en lui une poussée de force. Il bondit en l'air, brandissant son épée enchantée, et délivre un coup net et puissant qui transperce la faucheuse, la tuant instantanément. Il se tourne ensuite vers Yora et lui demande si elle était au courant aussi. Elle s'excuse immédiatement d'avoir gardé le silence, tandis que Krasja lui dit en plaisantant de blâmer Ornus, puisque c'était son idée au départ. Alex sourit et dit à Ornus qu'il lui en doit une, ce à quoi Ornus répond qu'ils parleront des faveurs après être réellement sortis vivants de ce donjon. Les 4 coéquipiers se regroupent maintenant côte à côte, prêts à affronter ce qui vient ensuite. Peu après, Alec et Ornus se lancent tous deux dans l'essaim de morts-vivants, tranchant et déchirant les squelettes dans toutes les directions tandis que Joram fournit un renfort magique depuis l'arrière. Ornus est dans son élément, réalisant des manœuvres spectaculaires et éliminant chaque squelette sur son passage. Pendant ce temps, Kraja le soutient calmement à distance, abattant les ennemis sournois avec ses tirs d'arc d'une précision mortelle chaque fois qu'il tente de le flanquer. Yuraja, bien que généralement en arrière-garde,
est forcé de se défendre de près avec son bâton alors que la vague infinie de squelettes déferle. Réalisant que la horde ne ralentit pas, Alec rappelle les autres, criant qu'il s'occupera du reste en un seul coup. Sans hésitation, le groupe se rassemble rapidement derrière lui, alors Alec canalise son pouvoir et déchaîne un éclair massif, engloutissant toute la zone dans une électricité aveuglante, réduisant chaque dernier squelette en cendres fumantes. Une fois qu'ils sont tirés d'affaire, Ornis se tourne vers Alec et lui demande nonchalamment pourquoi il n'a utilisé que sa compétence d'éclair, alors qu'à l'académie, il maniait plusieurs types de magie offensive. Alec écarte rapidement la question et dit simplement que l'éclair est le sort le plus rapide à lancer, donc c'est juste plus efficace au combat. Ornus lève un sourcil, clairement peu convaincu, mais choisit de ne pas insister car il n'y a pas de temps pour creuser davantage, ils sont en mission. Soudain, un rugissement monstrueux résonne des profondeurs devant eux, et ils supposent tous instinctivement qu'il doit provenir de la salle du boss. Ornis n'hésite pas car au moment où Yora lance sa magie de renforcement, il fonce en avant comme un éclair, courant plus vite que la vitesse d'Aisho lui-même. Alec observe avec surprise, impressionné par la vitesse explosive d'Ornus et le coup de pouce magique de Yora. Lui et les filles ne perdent pas de temps et suivent rapidement Ornus à travers le tunnel, vers la source du bruit. Alors qu'ils débouchent dans une vaste chambre ouverte, ils aperçoivent Ornus perché nonchalamment sur une corniche rocheuse, les bras croisés, observant une scène chaotique se dérouler en contrebas, alors qu'un monstre massif poursuit un aventurier paniqué dans toutes les directions. Alex se prépare immédiatement à aider le type, mais Ornus ne bouge pas, marmonnant que le mage frénétique en bas s'appelle Loki, un fauteur de troubles notoire d'un groupe appelé Rakroma. Krejcian hoche la tête en signe d'accord, ajoutant que Loki est peut-être odieux, mais qu'il est aussi un mage de soutien astucieux. Alex, cependant, a du mal à assimiler ce qu'il entend, d'autant plus que Loki s'agite, criant à Ornus de faire quelque chose et jurant qu'il le hantera tous les jours s'il meurt ici. Ornus, imperturbable face aux menaces, se contente de regarder avec une expression ennuyée, mais la situation semble sombre, car Loki trébuche soudainement et s'écrase au sol, le monstre fonçant rapidement sur lui. Alex se prépare instinctivement à intervenir, mais Kreja lui dit d'attendre, expliquant que tout cela fait partie de la stratégie habituelle de Loki. Alec hésite, observant le monstre, imposant, s'approcher de Loki, mais alors un éclair, un sort de piège sous la créature s'enflamme, la projetant avec de la lave en fusion. Les yeux d'Alex s'écarquilant sous le choc, mais Krasia se contente de sourire, répétant que Loki est tout sauf maladroit. La bête chancelle en arrière, seulement pour déclencher un autre piège, provoquant une chaîne d'explosions enflammées. Loki se lève d'un bond et commence à narguer la créature, riant moqueusement et se vantant que seul un imbécile trébucherait dans une zone remplie de pièges comme celle-ci. Mais son arrogance se retourne rapidement contre lui, alors que le monstre rugit de rage et charge une dévastatrice explosion magique visant directement Loki. La bravade de Loki s'évanouit en un instant, alors qu'il réalise que la mort est à quelques secondes, alors il ferme les yeux, se préparant à la fin, mais est sauvé au tout dernier moment par nul autre qu'Ornus, et Loki n'arrive pas à croire qu'il respire encore. Puis, alors qu'Alec et les filles descendent pour rejoindre la bataille, le monstre redirige sa fureur, lançant une attaque directement sur Alec. Mais Nora réagit à temps, lançant un bouclier protecteur qui bloque le coup. Alec se préparait à riposter avec une autre magie de foudre. Mais avant qu'il ne puisse la déchaîner, la bête se tordit et chargea droit sur Ornest et Loki à la place. Alex lance un avertissement à Ornest et Loki, les alertant du danger imminent, et tire un autre sort d'éclair qui frappe le monstre de plein fouet. Cependant, alors que la poussière retombe, il réalise rapidement que l'attaque n'était pas assez puissante pour l'abattre. Ornest remarque la créature se rapprochant rapidement de lui, alors il recourt à une manœuvre désespérée, chargeant droit sur la bête et se glissant entre ses pattes d'un mouvement rapide. Il lance ensuite Loki vers Kraja, qui tombe au sol à côté de lui. Nora ordonne rapidement à Kraja d'emmener Loki sur la corniche, pendant qu'il s'occupe du monstre. Ornus prend rapidement position, tirant sa lance en préparation du prochain affrontement. Ils attendent que Krasia assure la sécurité de Loki, puis se préparent à l'ultime confrontation. Yora lance un sort d'amélioration très puissant, augmentant considérablement toutes les statistiques d'Ornus, le poussant à charger la créature directement. Il évite habilement son attaque, s'élance dans les airs et enfonce sa lance directement vers le visage de la créature. Pourtant, le monstre se révèle bien plus résilient que ce qu'ils avaient anticipé, le secouant violemment et le projetant lourdement au sol. Yoa se précipite pour venir en aide à Ornus qui est tombé, mais le monstre tente de l'écraser sur le champ. Heureusement, elle lance son sort de bouclier juste à temps pour bloquer ce coup dévastateur, offrant ainsi à Ornus un bref instant pour se remettre. Pendant ce temps, Alec apparaît presque théâtral. Loki observe avec une incrédulité totale, faisant remarquer que même générer 3 cercles est incroyablement difficile, alors pour qu'Alec en conjure 5 simultanément, il doit être un véritable prodige, tout autour mais Krasia répond calmement qu'Alec est capable de bien plus encore. À l'étonnement de Loki, Alec procède à l'invocation de 20 cercles magiques d'un seul coup. Puis, alors que le monstre s'élance en avant, Ornus grimpe sur son corps et frappe sa queue, offrant à Alec les précieuses secondes nécessaires pour achever son sort. Ornus s'éloigne d'un bond, juste au moment où Alec termine son incantation et déchaîne un barrage dévastateur de magie de foudre qui électrocute la bête, la figeant en plein mouvement. Mais quand Alec s'avance pour porter le coup final, la créature esquive de manière inattendue
évitant de justesse l'attaque. Le monstre commence immédiatement à charger sa propre explosion magique, mais Kraja lance rapidement un sort d'aveuglement, le désorientant momentanément. Au même moment, Yoroi utilise sa magie pour invoquer d'énormes chaînes lumineuses qui lient fermement le monstre sur place. Profitant pleinement de l'instant, Ornus lance sa lance comme un javelot, atteignant directement le crâne de la créature, alors qu'Alec se prépare à l'achever, pour de bon. Mais à la surprise générale, le monstre parvient toujours à bouger et commence immédiatement à lancer son explosion magique dévastatrice une fois de plus. Alec cependant reste calme et imperturbable, se préparant à déchaîner un sort si rare que seules 2 personnes au monde le connaissent. L'un est son mentor Eldas, le mage même qu'il a créé, et l'autre est Alec lui-même, qui l'a appris directement sous sa tutelle. Alors que la créature projette son explosion chargée vers Alec, il la contre avec une magie de réflexion, renvoyant l'attaque avec une force doublée. Mais ce même monstre est incroyablement résilient et parvient d'une manière ou d'une autre à survivre même à cela. Maintenant à peine accroché, la bête tente le même sort à nouveau. Mais cette fois, Alec combine sa magie de réflexion avec de multiples cercles magiques incinérés sur place, superposés, et Ornus engloutissant le monstre la tête net en deux, un inferno mettant fin à la bataille. Le combat terminé, le groupe commence à célébrer sa victoire durement acquise, mais leur moment est interrompu lorsque Loki s'avance, remerciant Alec pour son aide et révélant qu'il sait qui il est, plus précisément, qu'Alec est le magicien de la cour. Alec répond nonchalamment qu'il n'est plus avec la cour royale, ce à quoi Loki rétorque que c'est une perte pour le prince et son groupe. Il lâche alors une bombe. Le monstre qu'il venait de vaincre n'était même pas le boss de l'étage. C'était simplement l'un des sous-boss qu'il avait follement poursuivi et s'était retrouvé séparé du reste. Cette révélation stupéfie Alec et les autres qui se demandent maintenant à quel point le vrai boss doit être puissant si même un sous-boss les a poussés à leurs limites. Loki révèle ensuite que le véritable boss de l'étage est un nécromancien vêtu d'une armure d'un noir absolu, se faisant passer pour un chevalier. Il avertit que les attaques physiques régulières ne causent pas beaucoup de dégâts et sont surtout utiles pour gagner du temps. Se tournant vers Alec, Loki lui présente une baguette magique, surmontée d'une croix d'argent. Alec reconnaît instantanément la relique alors que Loki révèle qu'il s'agit d'un ancien artefact perdu depuis longtemps. Dès qu'Alec la saisit, la baguette se transforme en une épée étincelante dans sa main. Ornus est sceptique et s'interroge sur le motif de Loki de donner quelque chose d'aussi précieux. Loki se contente de rire et admet qu'il compte utiliser Alec comme appât en première ligne. Tout le groupe le regarde avec incrédulité, ne sachant pas s'il plaisante. Mais Loki explique qu'Alec, avec son apparence frêle, semblerait une cible facile. En le plaçant à l'avant-garde, il pourrait attirer le boss, le prendre au dépourvu, puis lancer une embuscade coordonnée, assurant la victoire et gagnant la gloire d'abattre un boss de rang S. Pendant ce temps, nous voyons que le prince et son entourage sont actuellement poursuivis à travers un autre donjon par 2 chenilles monstrueuses. Le prince est déconcerté par la situation, incapable de comprendre comment les choses ont pu dégénérer à ce point, d'autant plus qu'il n'avait jamais eu de difficulté à gérer ces créatures auparavant. Il ordonne promptement à Lini de les éliminer avec de la magie, et bien qu'elle tente d'obtempérer, ses sorts échouent inexplicablement à s'activer. Frustré, le prince la traite d'inutile et déclare qu'il s'occupera lui-même des monstres. Mais alors qu'il se tourne pour frapper, son épée ricoche sur le corps de la créature, et à ce moment-là, il commence à soupçonner que quelque chose ne va vraiment pas. Lani et Eggs relèvent rapidement le prince du sol, après qu'il ait été renversé, et se précipitent vers la sortie du donjon. Pendant leur retraite, le prince se creuse la tête, essayant de comprendre ce qui a mal tourné. Ses attaques portaient autrefois beaucoup plus de force, et maintenant qu'il y réfléchit, il réalise que son déclin de force a commencé juste après qu'il ait retiré Alec du groupe. Mais plutôt que de reconnaître qu'Alec aurait pu être un atout précieux, le prince se convainc qu'Alec l'a sûrement maudit par dépit. Une fois sorti du donjon, le prince rend immédiatement visite à l'un des magiciens royaux, Vol'jin Fornus, pour vérifier s'il est sous l'influence d'une malédiction. Après avoir effectué une brève analyse magique, Vol'jin confirme qu'une telle malédiction n'existe pas. Le prince est stupéfait, insistant qu'il n'aurait pas eu autant de mal à franchir le 30e étage à moins qu'Alec ne l'ait saboté. Mais Vogun, conscient de la zone anti-magie présente à cet étage, explique calmement que le prince s'est probablement senti plus faible parce que sa magie de soutien était supprimée. Le prince se moque de l'explication, rejetant la magie de soutien comme une camelote inutile dont seuls les faibles comme Alec dépendent. Vogun fait de son mieux pour rester professionnel, même si le prince continue de divaguer avec une arrogance sans fondement. Pourtant, il trouve inhabituel qu'Alec n'ait pas averti le prince du champ anti-magie auparavant, étant donné qu'Alec est l'étudiant renommé qui a jadis atteint le 68e étage. Le prince rit avec dédain, disant à Vogun qu'il n'y a aucune chance que quelqu'un d'aussi pathétique qu'Alec puisse réellement accomplir un tel exploit, et affirme que ce ne doit être qu'une rumeur que les roturiers font circuler entre eux. Vogun n'essaie même pas d'argumenter car il n'y a tout simplement pas de raisonnement possible avec un tel niveau de délire. Mais à ce moment-là, un garde royal entre dans la pièce et informe le prince que le roi souhaite lui parler concernant la situation d'Alex. Le prince sourit, confiant que son père le soutiendra. Cependant, à son arrivée, le roi commence immédiatement à raconter une histoire sur Eldas.
Il explique qu'Eldas était autrefois un magicien royal qui avait été exilé il y a des années, et selon les mots du roi, était un fou remarquable. Eldas, bien qu'étant un noble, avait eu l'audace de se tenir devant le roi de Geldana et de déclarer qu'à moins que le traitement des roturiers et des magiciens de la cour ne change, une grande tragédie s'abattrait sur la nation. Le prince l'interrompt, affirmant qu'Eldas méritait d'être banni, puisqu'aucun noble ne devrait oser parler au roi sur un ton aussi audacieux. Mais le roi clarifie qu'Eldas n'a pas été traité de fou pour ses paroles. Après avoir été dépouillé de son rang noble et chassé, Eldas s'est inscrit à l'Académie royale de magie. Là, il a réduit ses critiques au silence grâce à un talent extraordinaire et a obtenu son diplôme avec les honneurs. Pourtant, malgré avoir acquis célébrité et prestige, Pendant son service, il a pris la persisté à dire au décision roi déconcertante que les roturiers de n'étaient retourner pas au inférieurs château à eux, et de l'exhortant à servir changer à ses nouveau vues, comme jusqu'au magicien de la jour cour. où Eldas a mystérieusement disparu. À l'époque, le roi avait ignoré les avertissements d'Eldas, mais récemment, il a commencé à réfléchir si l'homme n'avait pas eu raison. Ce doute est précisément la raison pour laquelle il a ordonné au prince d'explorer le donjon, car il voulait déterminer si la noblesse rendait vraiment quelqu'un supérieur aux roturiers, et basé sur l'état actuel du prince, le roi admet qu'il s'est peut-être trompé. Il déclare que le moment est venu d'abolir leur politique de discrimination dépassée, et à l'avenir, il a l'intention d'embaucher en fonction du talent, indépendamment de la lignée. Le prince est sans voix, choqué par ce qu'il entend, et insiste qu'une telle politique ternirait la réputation de la famille royale si les roturiers étaient traités comme des égaux. Le roi reconnaît calmement que c'est lui qui a élevé le prince avec ses croyances. Mais les temps ont changé, et eux aussi doivent changer. Le prince proteste, arguant qu'associer avec des roturiers comme Alec n'apporte que le désastre, citant sa propre situation comme preuve. Mais avant qu'il ne puisse continuer, un garde s'avance et tend à Régulus les restes d'une note déchirée qu'Alec avait écrite. Le roi explique qu'avant le départ d'Alec, il avait préparé un guide détaillé spécifiquement conçu pour aider Régulus à naviguer au 30e étage du donjon, mais il allait été détruit par Laini avant que le prince n'ait eu la chance de le lire. Régulus est stupéfait par la révélation et submergé, il dit tranquillement à son père qu'il ne se sent pas bien et s'excuse de la pièce. Alors que Régulus quitte la chambre, le roi se tourne vers Voguin et lui demande discrètement que, malgré les défis que cela pourrait présenter, il lui serait reconnaissant si Vogun pouvait soutenir Régulus au mieux de ses capacités. Vogun hoche la tête et assure au roi qu'il fera tout en son pouvoir. Au même moment, Régulus sombre dans une dépression nerveuse, car si Alec possédait vraiment un talent et une perspicacité remarquables depuis le début, alors la dure vérité est que lui-même pourrait avoir été le problème. Et il ne peut tout simplement pas accepter cette réalité. Au même moment, du côté d'Alec, il est en train de demander à Loki d'expliquer pourquoi il ne veut pas qu'il utilise la magie contre le prochain boss. Alec comprend que les artefacts portent un pouvoir immense, mais ce boss particulier est censé être immunisé contre les attaques physiques, et il ne croit pas que l'épée seule sera efficace. Cependant, Loki clarifie qu'il n'a jamais eu l'intention qu'Alec le vainque réellement avec l'épée. Il veut juste qu'Alec agisse comme un combattant, au corps à corps, pour empêcher le boss d'anticiper une attaque magique. Le reste du groupe comprend la stratégie, mais Crégia reste confuse quant à la raison pour laquelle ils doivent tromper le monstre en premier lieu. Loki explique ensuite que ce boss possède une intelligence égale à la leur. Alec trouve l'affirmation difficile à accepter, et Loki comprend le scepticisme. Pourtant, tout ce qu'il demande, c'est qu'Alec se fie à sa lame, au moins jusqu'à ce qu'il donne le signal, et Alec accepte finalement de suivre le plan. Cela réglé, Loki se tourne vers Krasia et dit qu'il a besoin de son aide pour quelque chose. Il faudrait trop de temps pour atteindre ses alliés à pied, alors il a l'intention d'utiliser la magie de téléportation. Le seul problème est qu'il n'a pas actuellement assez de mana pour lancer un sort seul, alors il demande de l'aide pour compléter le rituel. Le groupe panique immédiatement en entendant les mots « magie de téléportation », puisque c'est un secret national étroitement gardé, et même en être conscient pourrait les mettre en grave danger. Mais étant donné les circonstances, ils décident de prendre le risque, tout en acceptant en plaisantant que si tout tourne mal, ils blâmeront juste Loki. Alors que Loki commence à dessiner le cercle de téléportation et à guider Créja à travers le processus, Alec prend un moment pour tirer Yora à part et lui demande si Loki est quelqu'un en qui il peut vraiment avoir confiance. Yora admet qu'elle n'apprécie personnellement pas l'attitude de Loki, mais quand il s'agit de choses sérieuses, il est absolument fiable. Pour étayer cela, elle dit à Alec qu'il y a 2 ans, Loki a mené avec succès un raid à grande échelle sur un donjon de haut niveau, et grâce à sa planification exceptionnelle, toute la mission a été accomplie sans une seule victime. En entendant cela, Alec décide de placer toute sa confiance dans la stratégie de Loki, et une fois le cercle de téléportation terminé, le groupe se rassemble à l'intérieur. Yora est émerveillé de voir de la vraie magie de téléportation pour la toute première fois. Cependant, Loki l'informe que ce n'est qu'une variante simplifiée, conçue pour les transporter vers une destination de son choix. Sur ce, il donne au groupe un avertissement ferme. Ils arriveront directement devant le boss, ils doivent donc être prêts au combat dès leur arrivée. Sur ce, Loki active le cercle de téléportation, et en un clin d'œil, ils disparaissent d'un pied de leur emplacement, et réapparaissent juste devant les autres membres de l'équipe de Loki, qui sont actuellement engagés dans un combat acharné avec le Chevalier Noir. Les 2 alliés ont fait de leur mieux pour retenir la créature,
Mais malgré leurs efforts, ils n'ont infligé que peu de dégâts et sont maintenant visiblement à court d'endurance. Heureusement, Ornest se précipite juste à temps pour couvrir leur retraite. Il engage le chevalier de front, attirant son attention. Et pendant que le chevalier se concentre sur Ornest, Alec tente de lancer une attaque furtive par derrière, mais l'ennemi réagit instantanément, bondissant en l'air pour éviter le coup. Le chevalier charge ensuite Alec et Ornest, tandis que Loki et Krasja se déplacent rapidement pour aider Rywell et Marbel, les aidant à se retirer en sécurité. L'armure du chevalier est incroyablement dense, et d'après ce qu'ils peuvent dire, il n'y a pas de corps réel à l'intérieur. Mais cela ne fait aucune différence pour Ornus, car il se précipite à nouveau, frappant le chevalier. L'ennemi tente de sauter par-dessus lui, mais Ornus était prêt pour cela et a épinglé la cape du chevalier avec sa lance dans le sol, créant une ouverture parfaite pour qu'Alec tranche la tête du chevalier. Alors que le lourd casque d'acier s'écrase au sol, Alec se demande si cela a suffi à l'achever. Mais dans des batailles comme celle-ci, les choses ne sont jamais aussi simples. Le chevalier commence soudainement à bouger à nouveau, et des tentacules grotesques jaillissent d'au-dessus de son cou maintenant exposé. Il devient donc clair qu'il s'agit d'un cavalier sans tête mort-vivant, et que la créature qu'ils avaient tuée plus tôt devait être sa monture. Pendant un bref instant, Alec se perd dans ses pensées, et au moment où il revient à la réalité, le Dullahan est déjà en l'air et descend vers lui avec une puissante attaque. Alec lève son épée en panique pour bloquer le coup et parvient à peine à le supporter. Le monstre est plus rapide et plus fort qu'avant, confirmant le soupçon d'Alec qu'il s'était retenu plus tôt. Donc à partir de ce moment, le combat ne fera que s'intensifier, mais heureusement, il n'a pas à l'affronter seul. Pendant qu'Alec tient bon, Jorah lance continuellement des buffs sur Ornest, et une fois qu'il est pleinement chargé, Ornest se lance en avant et assène un coup brutal au chevalier, donnant à Alec juste assez d'ouverture pour repousser la créature. Alec est stupéfait par la résilience de l'armure du chevalier, car si son arme n'était pas un puissant artefact, elle se serait brisée il y a longtemps sous la pression de coups aussi féroces. Pire encore, le fait que leur adversaire soit mort-vivant signifie que peu importe le nombre de fois qu'ils parviennent à le renverser, il se régénérera toujours et se relèvera. Et en parlant de ça, le chevalier récupère soudainement sa tête coupée et la rattache à ses épaules avant de déchaîner un hurlement assourdissant qui secoue tout le champ de bataille, laissant tout le monde momentanément désorienté. Immédiatement après, il se fixe sur Alec et lui assène un coup de pied brutal de toute sa force, le projetant en arrière à une vitesse alarmante. Heureusement, juste avant qu'il ne s'écrase contre le mur, Jorah lance un sort de barrière qui amortit l'impact. Elle se précipite pour le vérifier, et Alec la rassure qu'il va bien. Il n'avait juste pas anticipé que le chevalier possède une telle prouesse martiale raffinée. Et sans la réaction rapide de Jorah avec la barrière, il y a une réelle chance qu'il n'aurait pas survécu à ce coup. Avec cela en tête, il se tourne vers Loki et lui demande combien de temps il doit encore continuer à se battre en utilisant uniquement l'épée. Loki, toujours en train de terminer ses préparatifs, dit à Alec qu'il doit tenir encore 5 minutes. Plus facile à dire qu'à faire car Alec a failli mourir il y a un instant et il ne lui reste que 3 potions. Pendant ce temps, Orniz a du mal à rester debout, criant à Alec de se remettre au combat. Ensemble, les deux continuent, faisant de leur mieux pour maintenir le chevalier engagé jusqu'à ce que le compte à rebours de 5 minutes de Loki soit enfin terminé. Une fois sa mise en place achevée, Loki active un cercle magique massif et commence à rire, attirant l'attention de tous. Le spectacle provoque la panique chez le chevalier, alors il charge directement Loki et le lacère à travers la poitrine. Mais cela, il s'avère, était tout selon le plan, car le Loki qui l'a frappé n'était rien de plus qu'une illusion, et le grand cercle de sorts était simplement un leurre, conçu pour attirer l'ennemi dans un piège soigneusement tendu. À cet instant, la glace commence à se cristalliser sous les pieds du chevalier, tandis que le vrai Loki observe du haut d'une tour voisine. Au même moment, Ornus déclenche un piège de téléportation, conçu plutôt par Loki et Krasja, qui le déplacent instantanément derrière le chevalier, lui donnant l'occasion de frapper et de le pousser en avant. Juste à ce moment, Marmot saute d'une arche en hauteur, visant une lourde entaille descendante. Le chevalier esquive de justesse le coup, mais cela aussi est anticipé. Loki a ensuite placé un autre piège de glace caché qui s'active au contact, affaiblissant la vitesse de mouvement du chevalier avec un malus de gel. Réalisant que Loki est le cerveau derrière la manipulation du champ de bataille, le chevalier commence à escalader la tour pour l'éliminer directement. Loki tire une lame magique pour se défendre, mais Ryweld est visiblement préoccupé car Loki n'a pas la puissance brute pour se mesurer au chevalier. Bien qu'il ait demandé à Jorah d'appliquer une amplification de force septuple plus tôt, la tension sur son corps est immense et il tient à peine. Pourtant, pendant que Loki retient l'attention du chevalier, Yoram prépare et lance un sort de liaison de haut niveau pour le maîtriser. Le sort réussit, mais pas avant que le chevalier n'assène un coup puissant à Loki, le faisant tomber du bord de l'arche et le précipitant vers le sol. Pourtant, même en chute libre, Loki reste calme et imperturbable, car tout se déroule exactement comme il l'avait imaginé. Et alors qu'il tombe, il regarde Alec et avec un sourire en coin, lui crie que la scène est prête et qu'il est temps de mettre fin à cette bataille, et il accepte joyeusement. Alec commence alors à déployer un vaste réseau de cercles magiques autour du chevalier, et Loki est impressionné, car c'est encore plus que ce qu'il a utilisé contre le boss précédent. Mais après tout ce qu'Alec a déjà enduré, son corps commence à céder sous la tension de maintenir un travail de sort aussi avancé.
Il se force à se redresser et lance le sort d'accélération de foudre, qui inflige de lourds dégâts. Mais le chevalier parvient toujours à bouger et commence à se libérer du sort de retenue que Yoran lui a imposé. Elle lutte pour le maintenir en place, mais à ce rythme, le chevalier se libérera d'une seconde à l'autre. Alors elle crie à Alec de l'achever tout de suite. Bien sûr, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, puisque le corps d'Alec est sur le point de lâcher. Et cela marque la deuxième fois aujourd'hui qu'il utilise une incantation d'un tel niveau, et la perte soudaine de mana aurait assommé presque n'importe qui d'autre. Alec ne fait pas exception, mais il a bien plus en jeu maintenant. Alors, peu importe la douleur, il serre les dents et persévère, achevant la séquence d'incantation de l'un de ses sorts ultimes. Un dragon de foudre prend forme, et dès qu'Alec le libère, il déchire la nuit, la vaporisant à l'impact et mettant fin à la bataille. La menace enfin écartée, Alec s'effondre au sol, épuisé, et marmonne une blague sur l'importance d'avoir des coéquipiers fiables quand sa vie est en jeu. Yara s'approche et le corrige, affirmant que c'était plutôt eux qui comptaient sur lui tout le temps, car il n'aurait jamais eu la moindre chance sans son aide. Orny semble juste soulagé qu'Alec soit redevenu son moi habituel, inarrêtable, et sur une note plus légère, il évoque le pari d'avant, et Alec se souvient que juste avant le combat, Orniz avait déclaré que celui qui s'évanouirait en premier devrait relever un défi. Techniquement, Alex vient de perdre ce pari il y a un instant, mais comme cela s'est produit après la fin de la bataille, Ornus décide d'être indulgent avec lui. Il dit que le seul défi est le suivant. Alex n'est plus autorisé à garder les choses pour lui. Si quelque chose le préoccupe, que ce soit Ornus, Georgia ou Crégia, il doit en parler à au moins l'un d'eux pour qu'il puisse l'aider. Et Alec sourit et accepte sans hésiter. Ruel s'approche ensuite pour exprimer sa gratitude à Alec et aux autres pour leur assistance. Marble veut aussi le remercier, bien que son approche soit un peu plus directe, et elle lui dépose un baiser sur la joue, ce qui horrifie visiblement Jorah. Marble demande ensuite si Alec serait intéressé à faire équipe pour un raid de donjon un jour, mais Jorah intervient rapidement et déclare fermement qu'Alec est le mage de leur groupe, donc Marble ne peut pas simplement le revendiquer pour elle-même. Et puisque l'équipe Rachroma a une énorme dette, Rywell, en tant que chef, propose de lui rédiger une recommandation officielle. Alex semble d'abord perplexe à la mention d'une recommandation, alors les autres lui expliquent que pour être promu au rang S, un aventurier doit recevoir l'approbation d'un groupe de rang S, ainsi que celle du maître de guilde. Obtenir l'accord du maître de guilde ne devrait pas être trop difficile. Alors Ru assure à Alec qu'il s'occupera de tout de ce côté-là. Une fois la conversation terminée, Alec récupère la pierre magique du chevalier, concluant officiellement la mission de sauvetage de Rachroma avec un résultat parfait. Puis, de retour à la guilde, la réceptionniste félicite chaleureusement Alec pour le succès et lui dit qu'il est devenu un sujet de conversation fréquent ces derniers temps. Elle lui demande ensuite s'il a pu se reposer après l'intense bataille, mais Alec répond qu'il se sent très bien. Sur ce, elle lui remet sa récompense, et Alec se prépare à partir. Mais juste avant qu'il ne puisse s'en aller, Labial l'arrête et l'informe qu'un visiteur du royaume de Galdana l'attend. Cela prend Alec au dépourvu, car il n'a plus aucun lien avec le royaume, mais il accepte d'écouter le visiteur, et découvre qu'il s'agit de Vogan. De toutes les personnes avec qui Alec avait traité au château royal, Vogan était l'une des plus raisonnables, alors Alec lui fait une révérence respectueuse et dit qu'il est bon de le revoir. Mais avant qu'il ne puisse échanger des amabilités, Vogan l'interpelle immédiatement et lui demande si Alec essayait sérieusement de faire tuer le prince Régulus en ne le prévenant pas de son manque de préparation au combat en donjon. Alec répond calmement, demandant à Vogan s'il croit vraiment que Régulus l'aurait écouté, même s'il l'avait prévenu. Vogan marque une pause, puis réalise qu'Alec a probablement raison. Pourtant, il est clairement agacé d'avoir été coincé avec cette misérable mission après le renvoi d'Alec, il considère donc cela comme une perte totale de son temps et de ses compétences. Alec demande si cela signifie que Volcan a été choisi comme nouveau mage du groupe de Régulus, mais Volcan répond que se qualifier de magicien à ce stade lui semble une blague, il est donc plus une sorte de babysitter glorifié qu'autre chose. Après le départ d'Alec, Régulus a tenté de s'attaquer seul au 30e étage du donjon et a fini par subir de graves blessures. Vogon avait espéré que l'incident servirait de leçon, donnant à Régulus une chance de réfléchir et de mûrir. Au lieu de cela, le prince a refusé d'accepter le moindre blâme et a exigé que Vogon l'accompagne ici, afin qu'il puisse affronter Alec en personne. Alec demande si cela signifie que Régulus est actuellement en ville, et Vogon le confirme, expliquant qu'il se trouve en ce moment même dans l'arène d'entraînement souterraine. Il ne s'attendait pas à recroiser Régulus sitôt, mais il réalise que cela pourrait être l'occasion parfaite de clore enfin leur affaire inachevée. Alors même si Alec serait entièrement justifié d'ignorer Régulus complètement, il décide d'aller le rencontrer en personne et d'y mettre un terme comme il se doit. Alors qu'ils descendent les escaliers, Vogun commente que la seule chose que Régulus a pour lui est son orgueil tenace. Mais personnellement, il ne comprend pas pourquoi la noblesse insiste toujours pour se prouver supérieur aux roturiers, car pour lui, tout cela semble être une perte de temps inutile. Alec rappelle à Vogun qu'il est techniquement anobli lui aussi, mais les titres n'ont jamais eu beaucoup d'importance pour lui. Et tout ce qu'il a toujours voulu, c'est vivre À la sa surprise vie. d'Alec, Selon la ses première chose que propres Régulus termes. mentionne, Quand et ils que le atteignent roi l'arène, a il l'intention trouve de Régulus changer la qui les façon attend déjà au dont le centre. royaume est gouverné. Bien que Entendre Régulus cela donne à soit Alec personnellement une lueur en d'espoir désaccord avec que ce Régulus a changement, peut-être enfin commencé à il changer dit d'avis.
qu'il cet s'y espoir est de conformera courte durée, par et respect Régulus ajoute rapidement que, pour les quelle souhaits que de soit la son politique, père. il ne peut toujours pas supporter l'idée de recevoir des ordres, ou même des conseils de quelqu'un qu'il considère comme inférieur à lui. Alec lui dit que s'il avait juste écouté à l'époque, il ne serait pas dans le pétrin où il se trouve maintenant. Mais il est clair que Régulus refuse toujours d'entendre raison, et Alec sait qu'il est inutile de gaspiller son souffle sur quelqu'un d'aussi volontairement aveugle. Régulus a passé ses 15 années à se faire dire qu'il était intrinsèquement meilleur que les roturiers. Donc l'idée qu'il puisse être en tort ne lui vient tout simplement pas à l'esprit. Désespéré de prouver que tout ce qu'il a toujours cru n'est pas un mensonge, il tire ses armes et défie Alec en duel, demandant à Vovinde de servir de témoin officiel à leur combat. Sans avertissement, Régulus charge Alec, le forçant à bloquer avec sa baguette. Alec est surpris de voir que Régulus a troqué sa longue épée habituelle contre des dagues. Quelques années plus tôt, quand Régulus choisissait son arme, Alec lui avait conseillé des dagues plutôt qu'une longue épée, car son corps était trop petit pour manier efficacement une arme si lourde. Mais Régulus avait instantanément rejeté le conseil d'Alec sans y réfléchir à deux fois, et ironiquement, il suit maintenant ce même conseil. Pourtant, changer d'arme ne l'a pas soudainement transformé en combattant habile, et Alex esquive facilement l'une de ses attaques, faisant trébucher Régulus qui s'écrase face contre terre. Alex soupçonne que Voguin a probablement joué un rôle dans l'organisation de cette rencontre, alors il demande ce qu'il a dit pour provoquer le prince. Voguin a simplement dit à Régulus que s'il voulait vraiment défier la force d'Alex, il devrait le prouver au combat. Au final, c'était la décision de Régulus de se présenter et de lancer le défi, et Alec doit lui accorder un certain mérite, car malgré tout, le prince n'a pas eu recours à des ruses bon marché. Il est venu ici chercher un combat loyal et honorable. Les dagues de Régulus sont des artefacts. Elles possèdent donc une bonne quantité de pouvoir. Lors d'un de leurs affrontements directs, il parvient même à briser le bouclier d'Alec, mais c'est à peu près tout ce qu'il peut faire. Il s'était clairement entraîné dur avec ses dagues en préparation de ce moment, et ce faisant, il a finalement réalisé que la vraie raison de ses progrès dans le donjon était la magie de soutien d'Alec. Après le renvoi d'Alec, Régulus a continué à tenter de nettoyer le 30e étage du donjon seul, mais à chaque fois, il revenait battu et ensanglanté, incapable de comprendre pourquoi. Finalement, il s'est assis et a lu les pages retrouvées du rapport original d'Alec, et ce qui l'a fait bouillir de rage, c'est que tout ce qu'Alec avait écrit s'est avéré être juste. S'il avait simplement suivi ses conseils dès le début, il n'aurait pas échoué si lamentablement. Et même, la simple lecture lui a fait réaliser à quel point Alec était incroyablement doué, ce qui n'a fait que rendre plus difficile d'accepter la façon dont il l'avait traité. Alors maintenant, Régulus exige qu'Alec active son artefact et l'affronte pour de vrai. Alec demande si Régulus est vraiment sûr de vouloir aller jusqu'au bout, connaissant parfaitement l'écart de pouvoir entre eux, mais Régulus reste ferme et refuse de reculer. Pourtant, avant qu'ils ne se battent, Alec a une question à laquelle il a besoin d'une réponse et demande s'il est réellement vrai que le roi a l'intention de réformer le fonctionnement de la cour royale. Régulus le confirme, ajoutant que son père avait apparemment testé la force et la détermination des classes inférieures, c'est pourquoi il a envoyé Régulus et Alec dans le donjon. Si c'est le cas, cela explique pourquoi le roi a toujours traité Alec avec une telle gentillesse inattendue, et cette révélation est sans aucun doute la meilleure chose qu'Alec ait entendue de la journée. Car maintenant, ces 4 années passées à servir comme magicien de cour ne semblent plus être un gaspillage total après tout. Mais quant à Régulus, il avertit Alec de se préparer, car il ne retiendra rien. Il tire son artefact et charge en avant, entièrement prêt à faire face aux conséquences. Régulus tremble de peur, sachant pertinemment qu'il est sur le point de se faire tabasser. Mais il tient bon, prêt à affronter ce qui arrive. Pourtant, au tout dernier moment, au lieu de frapper Régulus, Alex déplace sa cible et frappe le sol avec son attaque. Régulus exige une explication, demandant pourquoi Alex a choisi de le laisser s'en tirer. Il lui rappelle chaque insulte, chaque fois qu'il l'a ignoré, moqué et agit comme s'il ne valait rien sans aucune raison. Il a construit toute son image de soi autour de la conviction qu'être noble le rendait meilleur que tout le monde. Mais si c'était un mensonge, que reste-t-il de ce qu'il est? Il est venu ici en pensant que mourir de la main d'Alec lui permettrait au moins de conserver un semblant de dignité. Mais maintenant, Alec le regarde avec pitié, et Régulus est complètement perdu et ne sait plus quoi croire. Alec n'est généralement pas du genre à rire du malheur d'autrui, mais même lui ne peut s'empêcher de ricaner devant l'absurdité de la situation. Il s'attendait à un match de rancune amère, pensait que Régulus crierait des menaces et lancerait des coups, mais au lieu de cela, le gars s'effondre et demande des conseils de vie. L'absurdité du moment rend impossible de rester en colère, et soudain Alec réalise à quel point tout ce ressentiment était inutile au départ. Une fois qu'il voit qu'Alec n'est plus en colère, Régulus baisse la tête et s'excuse sincèrement pour la façon dont il l'a traité par le passé. Et Alec est honnêtement stupéfait, car il n'aurait jamais cru que Régulus aurait le courage d'avaler sa fierté et d'admettre ses torts. Pourtant, il comprend que Régulus a agi ainsi à cause de son éducation. Cela ne l'excuse pas, mais si Régulus est prêt à changer, alors Alec pense que ça vaut la peine de laisser tomber, alors sans hésiter, il lui tend la main. Régulus tend la main, sur le point de l'accepter, mais à la dernière seconde, il se rétracte, se sentant encore un peu trop gêné pour aller jusqu'au bout, et il veut conserver un peu de fierté. Au lieu de cela, il sort l'ancienne cape de magicien de cour d'Alec et s'excuse de la lui avoir prise ce jour-là. Il dit à Alec qu'il peut la récupérer s'il le souhaite, et il présente également une lettre du roi lui-même, déclarant qu'une place est ouverte à la cour royale pour Alec s'il choisit un jour de revenir. Alec lève un sourcil et demande si le roi lui ordonne de revenir.
Mais Vaughan lui assure que ce n'est pas un ordre, juste une requête. Alec hoche la tête, puis dit qu'il n'a pas besoin de la cape ni de la lettre, car il est parfaitement satisfait de son groupe actuel et n'a aucune intention de les laisser derrière lui à nouveau. Régulus accepte sa réponse sans se plaindre, mais insiste pour qu'Alec prenne la cape quand même, parce qu'elle lui appartient. Puis il dit à Vaughan qu'ils ont fini ici et qu'il est temps de partir car il n'y a plus rien à dire. Mais alors qu'il s'éloigne, un léger sourire étire ses lèvres, et il est clair que lui et Alec ont enfin fait la paix avec leur passé. Le lendemain, Alec retrouve le groupe et demande si quelqu'un a du temps pour traîner. Crassia, Georgia et Ornest disent comme tous qu'ils sont libres, alors il lui demande ce qu'il a en tête. Alec admet qu'il espérait qu'il pourrait lui faire visiter Fizzbull, car il n'est pas encore entièrement familier avec l'endroit. Normalement, ils seraient tous partants pour aider, mais Ornest et Cregia voient immédiatement cela comme l'occasion parfaite de donner à Georgia du temps en tête-à-tête avec lui. Alec ne perçoit pas à quel point leur départ est suspect, chacun des et Jorah se contente d'en rire, fausses, même si elle sait pertinemment et qu'ils ne viennent de lui laisse à offrir un Alec cadeau sur un plateau d'autre d'argent. choix que d'y aller Cela avec dit, Jorah elle manque de seule. tout gâcher immédiatement en demandant à Alec s'il veut reporter la sortie à un autre jour. Mais il dit qu'il est tout à fait d'accord pour qu'ils soient coulins juste tous les deux. Entendre cela excite un peu Joran, alors elle bondit et dit qu'elle va lui faire vivre l'expérience complète de Faisal. Un peu plus tard, les deux se promènent dans la ville, tandis que Yoran explique que Fizzle est une ville très fréquentée par les aventuriers. Il est donc courant d'y trouver des armes, des armures et toutes sortes d'équipements vendus partout. Mais elle le prévient de ne pas faire confiance à tout ce qu'il voit, car certains marchands sont louches et adorent tromper les gens avec des babioles inutiles, mais ce serait un excellent conseil si elle n'était pas elle-même en train de se faire arnaquer. Alec observe, à moitié amusé, comment Yora est déjà tombé dans le panneau d'un argumentaire douteux. Un marchand essaie de lui vendre une drogue qui est censée donner l'endurance de combattre pendant des jours sans dormir, et cette saleté a donné à Yora une envie folle de l'acheter. Mais elle peut sentir la mauvaise énergie émanant de cette chose rien qu'en la regardant. Alors il prend la main de Yoru et lui dit de venir avec lui. Il pense qu'il serait plus intelligent de laisser Krasia et Ornus s'occuper des courses à la place, puisque Yoruaïd est facilement distraite. Elle admet qu'elle se laisse parfois emporter, mais lui rappelle que, la dernière fois qu'elle a demandé à ces deux-là de faire les courses, Ornas est revenu ressemblant à Zoro, et Kreja a acheté un ours en peluche surdimensionné, donc leur faire confiance n'est pas non plus une stratégie gagnante. Dans cet esprit, Alex dit qu'il s'occupera désormais des achats du groupe, et Yora lui dit que cela lui faciliterait honnêtement la vie. Alors qu'il continue de marcher, Alec remarque un café à l'allure confortable et suggère qu'ils fassent une pause. Alors ils entrent tous les deux pour se détendre autour d'un thé. Pendant qu'ils sont assis et discutent, Alec mentionne à quel point Ornus et Krasja semblent vraiment détester Loki et demande à Joral de quoi il s'agissait. Joral lui dit que c'est une longue et longue histoire, puis explique qu'il y a 2 ans, ils ont rencontré un groupe de rang A qui était en difficulté dans un donjon, alors ils se sont arrêtés pour leur prêter main forte. Peu de temps après, Loki et Reuel sont également arrivés, et ils ont tous fait équipe pour vaincre le boss de l'étage ensemble. Mais pendant le combat, Ornus a été blessé en protégeant l'un des aventuriers de rang A, recevant un jet de crachat acide directement dans le dos. Il a essayé de faire le dur après, prétendant qu'il allait bien, mais ses jambes ont lâché sur le chemin du retour. Alors Loki et Reuel ont dû le ramener. Jusqu'à ce moment-là, Loki avait traité Ornus décemment, mais pendant qu'Ornus était inconscient, sa lance n'arrêtait pas de frapper Loki à la tête. Et finalement, Loki a perdu patience et l'a jeté dans la forêt, perdu pour de bon. Yara ne pense pas que Loki ait voulu faire du mal. En fait, il a probablement supposé que ce n'était pas grave, puisque la lance était déjà en mauvais état. Mais pour Ornus, cette lance signifiait beaucoup. Et quand il s'est réveillé et a appris ce qui s'était passé, il était sérieusement en colère. Pourtant, il aurait pu laisser tomber si Loki s'était juste excusé, car c'était clairement une erreur stupide. Mais Loki ne comprenait sincèrement pas pourquoi Ornus était si contrarié pour une arme abîmée. Depuis lors, les deux n'ont jamais pu s'entendre, et Yora admet qu'il est un peu ridicule qu'une lance cassée soit à l'origine de toute cette querelle. Alec est d'accord, mais cela laisse toujours la question de savoir pourquoi Kregia n'aime pas non plus Loki. Yora rit et dit que Kregia n'a pas vraiment de vraie raison, elle ne s'entend juste pas avec le gars. Un peu plus tard, Alec et Yara se promènent à nouveau en ville quand elles commencent à se remémorer tout le temps qu'ils passaient à faire du shopping ensemble à Geldana. Ils mettaient leur or en commun pour acheter des objets de soins, et elle se souvient même comment Crazy avait un jour essayé de concocter ses propres potions, mais chaque tentative s'était transformée en désastre. Alors qu'ils continuent de marcher, Mira s'arrête soudainement net. Ses yeux se posent sur un ruban elfique accroché à l'un des étals du marché, et elle est stupéfaite. Ces accessoires rares augmentent le pouvoir magique de celui qui les porte, et elle en cherchait un depuis toujours. Mais le prix est exorbitant, 50 000 Gilles, et elle n'a pas du tout cette somme sur elle en ce moment. Elle est clairement contrariée, sachant que quelqu'un d'autre va probablement le prendre avant la fin de la journée. Et voyant à quel point cela compte pour elle, Alec décide sur le champ de le lui acheter. Yara le regarde, un peu incertaine, et lui demande s'il est vraiment d'accord pour dépenser autant d'argent pour elle, mais Alec lui dit que c'est pour le bien de l'équipe. Sa magie joue un rôle énorme dans le maintien de leur coordination. De plus, il est assis sur une montagne d'économie de séjour, en tant que magicien de cour, et honnêtement, il voulait lui offrir quelque chose de sympa. Les deux passent le reste de la journée à profiter de la ville ensemble, explorant différents endroits et s'imprégnant de l'atmosphère. Alors que le soleil commence à se coucher, ils terminent leur sortie en montant au sommet de la tour de l'horloge pour admirer la vue. Jorah se tourne vers Alec et lui demande ce qu'il pense de Faisal. Et il dit qu'il aime l'énergie ici parce que la façon dont tout le monde est si plein de vie et d'esprit libre le fait de se sentir comme un véritable aventurier pour une fois.
Après avoir entendu cela, Yora devient un peu plus sérieuse et demande à Alec si faire partie de son groupe est vraiment ce qu'il veut. Elle l'a fait venir juste après son exil de la capitale royale, et elle ne peut s'empêcher de sentir qu'elle a profité de sa situation, comme si elle l'avait poussé à se joindre alors qu'il n'avait pas d'autres options. Elle lui dit que s'il veut un jour partir, elle ne le retiendra pas, mais Alec la coupe et dit que bien sûr, il avait quelques projets à Galdana avant de partir. Mais cela n'a plus d'importance. Ce qui compte maintenant, c'est de poursuivre l'objectif qu'Ornus a lancé, devenir le groupe le plus fort du monde, et il sait qu'il ne peut pas y parvenir sans Jorah et les autres à ses côtés, alors il ne va nulle part. Cette réponse rassure Jorah, et elle est particulièrement heureuse de l'entendre, car il est rare qu'Alec parle si ouvertement. C'est généralement le genre de personne qui garde tout en lui. Alex dit qu'il a juste senti qu'il était temps qu'elle sache ce qu'il ressentait vraiment. Et en fait, il y a encore une chose qu'il doit lui dire. Yora commence à rougir, pensant que c'est peut-être le moment où il va lui avouer ses sentiments, et elle commence même à se pencher en attendant un baiser. Mais Alex ricane soudainement, et dit que la seule raison pour laquelle il est si ouvert était qu'il a perdu un pari, et qu'une partie de cet accord était qu'il n'est plus autorisé à cacher ce qu'il pense. Yora réalise instantanément qu'Alex n'a toujours aucune idée de ses sentiments pour lui, ce qui la laisse complètement désemparée. Elle espérait vraiment qu'il ferait enfin un pas, mais il ne le fait pas. Frustrée, elle se détourne, essayant de cacher son embarras, tandis qu'Alec reste là, confus, ignorant totalement pourquoi elle semble soudainement si contrariée. Le lendemain, Ornus se rend pour réveiller Alec et le trouve complètement assommé dans son lit, entouré d'une pile de livres. Il essaie la méthode habituelle, appelant le nom d'Alec, mais quand cela échoue, il arrache simplement les couvertures et lui crie de se lever, bon sang. Ornus lui rappelle qu'un véritable aventurier est debout dès l'aube, prêt à partir. Alec comprend, bien sûr, mais il ne saisit toujours pas comment Ornus peut avoir autant d'énergie dès le matin. Une fois qu'Alec est habillé et prêt, tous deux sortent d'entrer dans le jardin pour commencer leur séance d'entraînement matinale. Ils s'y mettent à fond, et Yoru, observant de côté, les avertit de se calmer avant que l'un d'eux ne finisse par se blesser gravement. Bien sûr, l'avertissement est complètement ignoré, et bien au contraire, cela ne fait que les exciter davantage. Les deux gars sont déterminés à prouver qu'ils ont l'avantage, et l'affrontement ne fait que s'intensifier. Cela se termine finalement lorsque l'épée d'Alec se brise en plein coup contre la défense d'Ornus. Ornus gagne techniquement, mais traite quand même Alec de sacré monstre pour avoir pu tenir aussi bien en étant un mage. Quoi qu'il en soit, il n'a pas encore fini. Il dit qu'il est temps d'intensifier les choses et demande à Alec d'invoquer ses artefacts pour qu'il puisse Tennis continuer. Mais avant qu'Alec ne puisse faire quoi que ce soit, précis, Loki décide de faire une entrée. Entre eux, les voyant tous s'entraîner dur, il intervient avec suffisance et propose de leur donner quelques conseils. Après tout, quelqu'un va vraiment se faire démolir, personne n'est intéressé, alors tout le groupe se tourne pour partir et continuer sa journée. C'est alors que Loki exhibe soudainement leur carte d'identité de rang S et demande s'ils veulent vraiment le traiter ainsi, alors que c'est lui qui a recommandé leur groupe pour la promotion. Elle est clairement ravie de la promotion, mais Loki dit qu'il ne la remettra pas à moins qu'Ornus se retourne pour immédiatement où il l'a traité sans comme une ordure, demandant à voir la carte. Et juste au moment où la tension commence à monter, Krista et Ru arrivent et interviennent, disant à Loki d'arrêter de créer des problèmes à l'équipe de Yora. Elles expliquent ensuite que la recommandation pour la promotion de l'équipe de Yora au rang S a déjà été soumise et approuvée par le maître de guilde. Elles sont donc seulement là pour leur remettre leur toute nouvelle carte d'identité de rang S. Tout le monde est euphorique, mais Krista s'approche alors d'Alec et lui dit qu'elle ne pense pas que devenir de rang S soit suffisant pour rembourser tout ce qu'il a fait pour leur groupe. Alors elle lui dit clairement que s'il se retrouve un jour en difficulté, il ferait mieux de ne pas hésiter à faire appel à elle, et Alec l'apprécie sincèrement et dit qu'il y pensera. Et pour célébrer le fait que leur groupe a officiellement atteint le rang S, Loki suggère qu'ils aillent tous déjeuner, alors Kregia annonce rapidement que Loki invite tout le monde à manger à ses frais. Et immédiatement, le groupe se dirige vers la taverne pour un festin bien mérité. Même pendant qu'il mange, Alex n'arrive toujours pas à réaliser pleinement qu'il fait désormais partie d'un groupe de rang S. Mais Ornus remarque l'expression sur son visage et l'interpelle immédiatement, le mettant en garde de ne pas commencer à douter de lui-même. Ganon dit à Alex que ce n'est que le début de leur héritage, et s'il commence à s'enliser dans de stupides insécurités, Ornus n'hésitera pas à lui remettre les idées en place. Alex dit qu'il comprend, et sur ce, Yora lève son verre et propose un toast à leur nouveau statut de rang S. Ils vont même jusqu'à commander un tonneau entier de la boisson la plus chère de la taverne, aux grandes dames du portefeuille de Loki. Des heures plus tard, la nuit est tombée et tout le monde est repu et fatigué, prêt à rentrer chez soi. Sauf Yora, qui est complètement assommée après avoir bu beaucoup trop. Kregia explique qu'elle était juste d'une humeur particulièrement joyeuse ce soir, non seulement à cause de la promotion, mais aussi parce qu'Alec a refusé l'offre du roi de retourner à Galdana, afin de rester avec leur groupe à la place. À ce moment-là, Misha arrive en courant, cherchant Kregia, disant que la guilde manque de guérisseurs et qu'ils auraient vraiment besoin de son aide. Kregia n'hésite pas et se dirige directement vers l'infirmerie de la guilde pour aider, mais quand elle arrive, elle est surprise par le nombre d'aventuriers blessés entassés. Elle se tourne vers Misha et demande si un raid de donjon a mal tourné ou quelque chose. Mais Misha secoue la tête car ce ne sont pas des monstres qui ont causé ces blessures, elles ont été causées par des gens.
Cela stupéfie Crégia car c'est la première fois qu'elle entend parler de quelque chose de pareil, alors Misha explique qu'il y a eu une série d'attaques récemment, des aventuriers se faisant prendre en embuscade par un groupe dangereux qui se fait appeler la Guilde de l'Ombre. À ce moment-là, le maître de guilde intervient et appelle Crégia car il a un autre aventurier blessé qui a besoin d'aide immédiate. L'infirmerie est pleine à craquer, alors Lourd n'a eu d'autre choix que de l'amener à l'étage, dans ses propres quartiers. La jeune fille s'appelle Olivia, et elle est dans un état critique après avoir été prise en embuscade seule par la Guilde de l'Ombre. Ses blessures sont graves, mais avec Crégia sur place, Lourd est confiant qu'elle s'en sortira. Crégia commence à examiner les blessures d'Olivia, vérifiant attentivement chacune d'elles. Mais juste au moment où elle s'apprête à commencer les soins, Olivia se réveille, soudainement, en sursaut, et lui attrape la main. Elle exige de savoir où elle est, alors Crégia explique calmement qu'elle a été amenée à la guilde pour un traitement d'urgence après avoir été attaquée. Elle demande ensuite doucement si Olivia se souvient de quoi que ce soit concernant la Guilde de l'Ombre qui pourrait aider, mais dès qu'elle entend ce nom, Olivia explose de rage. Les souvenirs de ce qui s'est passé lui reviennent en flot, et les dents serrées, elle jure de se venger de ce qu'il lui a fait. Elle supplie Crégia de la soigner immédiatement, afin qu'elle puisse retourner se battre. Mais Crégia reste ferme et refuse, car si Olivia essaie de se jeter à nouveau dans la bataille juste après avoir été soignée, cela ne fera qu'aggraver les choses. Frustrée et toujours brûlante de colère, Olivia essaie de surmonter la douleur et de forcer Crégia à la soigner plus vite, mais comme Crégia l'avait averti, cet effort la fait s'effondrer à nouveau. Et une fois qu'elle est inconsciente, Crégia reprend le processus de guérison. Il s'avère qu'Olivia fait partie du groupe Nameless, l'une des meilleures épéistes de Fizzle, ce qui ne fait que soulever la question. Qui diable aurait pu infliger de tels dégâts à quelqu'un d'aussi fort? Et au lever du soleil, Crégia a fini de la soigner. Complètement épuisée, elle s'affaisse et s'endort au chevet d'Olivia. Ailleurs, à Faisal, Alec est plongé dans ses recherches à la bibliothèque, feuilletant tout ce qu'il peut trouver sur le donjon arcanique. De nulle part, un garçon nommé Lourd s'approche et se présente comme un membre de Nameless, le même groupe de rang S auquel Olivia appartient. Et il demande à Alec s'il serait prêt à le rejoindre pour un raid dans le labyrinthe. Un peu plus tard, Crégia se rend dans la chambre d'Olivia pour prendre de ses nouvelles, seulement pour la trouver debout et maniant une épée alors qu'elle est clairement censée se reposer. Lourd est juste assis là à la regarder, alors Crégia lui demande pourquoi il ne l'a pas arrêtée, et il hausse les épaules, disant qu'Olivia n'écoutera pas un mot de ce qu'il dit. Il ne peut rien faire quand elle le rejette complètement, et elle ne veut même pas lui dire ce qui s'est passé avec la Guilde de l'Ombre, ce qui l'empêche de faire des progrès sur l'affaire. Crégia intervient, attrape Olivia et lui dit qu'elle devrait être allongée. Mais Olivia riposte, criant que le vrai problème n'est pas le repos, c'est le fait que ses jambes ne fonctionnent toujours pas correctement. Elle s'en prend à Crégia, hurlant que si elle est vraiment une guérisseuse, elle devrait commencer à agir comme telle. Même si Olivia est complètement déplacée, Crégia ne le prend pas personnellement. Au lieu de cela, elle demande calmement à Lourd de sortir pour qu'elle puisse commencer le traitement. Une fois qu'il est parti, elle commence à canaliser la magie de guérison dans les jambes d'Olivia, et Olivia est surprise qu'elle ne la bombarde pas de questions. Au fond d'elle, Crégia sent déjà qu'Olivia a été trahie par quelqu'un de proche, et si Olivia ne veut pas en parler, elle ne va pas insister. Ce qui compte maintenant, c'est de remettre Olivia sur pied, et Crégia est là pour aider de toutes les manières possibles. Cette simple gentillesse frappe Olivia de plein fouet, et elle réalise que Crégia n'a fait que tenter d'aider tout ce temps, et tout ce qu'elle a fait, c'est s'emporter. La culpabilité monte en elle, alors elle tombe à genoux et s'excuse, disant qu'elle a eu tort de traiter Crégia de cette façon. Ce n'était pas la faute de Crégia, et elle déversait juste son propre échec et sa douleur sur la mauvaise personne, alors elle promet de se racheter. Crégia sourit, heureuse de voir le changement en elle, mais elle ne veut pas qu'Olivia se blâme, alors elle se penche et lui donne un doux baiser sur le front. Olivia recule sous le choc, demandant à quoi cela servait, et Crégia rit doucement. C'est juste un petit charme pour l'aider à se détendre. Ce simple geste rappelle à Olivia sa mère, et un instant, son expression s'adoucit alors qu'elle se perd dans ses pensées. Crégia le remarque et lui demande à quoi elle pense, mais Olivia secoue la tête et change de sujet, demandant si elle peut avoir quelque chose à boire. Crégia hoche la tête et propose de lui faire du thé. Elle apporte une tasse à Olivia, et juste au moment où elle s'apprête à s'en verser une aussi, Olivia reprend la parole. Elle dit qu'elle vient de se souvenir qu'elle n'a rien mangé depuis la veille, et admet qu'elle commence à avoir un peu faim. Crégia dit qu'il n'y a pas de problème, et propose d'aller lui chercher de la nourriture. Mais dès qu'elle sort de la pièce, Olivia tend la main et glisse discrètement quelque chose dans la tasse de thé de Crégia. De retour à la maison, Alec retrouve Yora et Ornus pour les informer de sa rencontre avec Lourd et du raid de donjon qu'il a proposé. Ornus avait déjà entendu ce nom, et il suppose qu'Alec a dû être surpris par l'apparence du gars, mais la vérité est que Lourd est bien plus âgé que tous réunis. La mâchoire d'Alec tombe littéralement, mais Yora intervient, expliquant que Lourd est en fait un elfe, et pour une raison quelconque, il aime juste jouer le rôle du mignon, même s'il approche les 100 ans. Quant au raid du donjon, la curiosité d'Ornus est piquée, alors il demande si Alec a obtenu des détails concrets. Alec leur dit que Lourd a déclaré que le plan était d'atteindre le 72e étage et de le nettoyer rapidement, et il est même allé jusqu'à offrir à Alec le noyau du donjon, une fois que tout serait terminé. Alec était stupéfait que Lourd cède ainsi la chance de nettoyer les 4 derniers étages, surtout considérant que Nameless s'y était acharné pendant des mois. Sentant l'hésitation d'Alec, Lourd expliqua que son équipe avait des affaires inachevées avec la Guilde de l'Ombre. Apparemment, ils s'en sont pris à l'un de ses coéquipiers, et maintenant, il part pour se venger. Cela signifie qu'il ne pourra pas terminer le donjon lui-même, alors il espère que le groupe d'Alec pourra prendre le relais pendant qu'il s'occupe de la guilde. Yora trouve que toute l'affaire semble excellente,
Mais Ornus s'emporte et qualifie le tout de sacrément louche. Il dit que Nameless abandonner ses droits sur le donjon est une chose, mais s'attaquer aussi à la guilde de l'ombre, c'est juste beaucoup trop pratique. Alec admet que cela semble louche, mais Yora riposte, disant qu'elle ne pense pas que Lourd les trahirait ainsi. Il est certes tendu, mais c'est la raison pour laquelle son groupe fonctionne toujours bien, alors elle doute qu'il complote contre eux. Quoi qu'il en soit, rester là ne les rapprochera pas de la vérité, alors Ornus prend le noyau et dit que la fille impolie que Kregia soignait hier s'avère être de Nameless. Donc s'ils veulent savoir si Lourd dit la vérité, ils n'ont qu'à aller lui demander. Les autres sont d'accord, alors ils se dirigent vers la guilde. Mais juste avant d'atteindre l'entrée, Misha surgit en trombe et les percute. Ils demandent peu rapidement ce qui se passe, et Misha, à bout de souffle, leur dit que quelque chose d'horrible est arrivé à Kregia. C'est pourquoi elle courait chercher de l'aide. Le groupe se précipite à l'intérieur et aperçoit Kregia affalée contre le mur, se tenant à peine debout, alors ils se précipitent pour voir si elle va bien. Elle leur dit qu'elle va globalement bien, mais quelqu'un l'a droguée plus tôt, et au moment où elle a repris conscience, Olivia était déjà partie. Il n'est pas difficile de reconstituer qui a fait ça, car clairement, Olivia lui a glissé quelque chose. Mais Kregia est plus inquiète qu'en colère. Elle est convaincue qu'Olivia pourrait s'enfuir à nouveau dans le labyrinthe, probablement à la poursuite de sa vengeance. Ornus ne voit pas pourquoi c'est leur problème, et si Olivia est déterminée à risquer sa vie pour se venger, c'est son choix. Mais Kregia riposte, expliquant qu'Olivia n'est toujours pas complètement rétablie. Ses blessures ne sont pas guéries, et elle n'est pas en état de se battre à nouveau. Ornus comprend cela bien sûr. Mais pour lui, cela ne change toujours pas le fait que c'était le choix d'Olivia au départ. Et d'ailleurs, c'est la meilleure épéiste du royaume, alors il doute sérieusement que la guilde de l'ombre ait ce qu'il faut pour la vaincre à nouveau. Peut-être pas seule, mais Kregia se souvient qu'Olivia a dit quelque chose à propos d'un traître. Si c'est vrai, alors ce n'est pas seulement la guilde de l'ombre qui l'a vaincu. Quelqu'un d'autre était impliqué, quelqu'un d'assez puissant pour laisser la plus forte guerrière du pays dans un état critique. Et Kregia n'est pas sur le point de la laisser foncer tête baissée dans ce genre de danger à nouveau, pas quand elle peut faire quelque chose, alors elle dit que si personne d'autre n'est prêt à y aller, alors d'accord, elle s'en occupera elle-même. Mais dès qu'elle sort, elle réalise que les autres sont juste derrière elle. Ils lui disent donc qu'ils ne vont pas la laisser marcher seule dans un endroit pareil. Si sauver Olivia signifie vraiment autant pour elle, alors ils viennent aussi sans poser de questions. Ensemble, le groupe se dirige vers l'entrée du donjon labyrinthe, mais Ornus n'est clairement pas enchanté. Alec lui demande ce qui ne va pas. Alors Yora intervient et explique que le donjon est un fouillis de pièges de téléportation éparpillés partout, ce qui en fait un véritable cauchemar à traverser. Marbel intervient alors, avertissant qu'il est très courant que les équipes se séparent pas là-dedans, donc tout le monde doit rester vigilant. C'est un bon conseil, mais maintenant il se demande ce que diable Marbel fait ici de toute façon. Marbel explique qu'elle a entendu qu'Olivia était partie de la guilde et se dirigeait de nouveau vers le donjon. Alors elle est venue en courant pour l'arrêter avant qu'elle n'entre, mais elle était déjà trop tard, et c'est pourquoi elle veut rejoindre leur groupe. Elle dit que Lourd lui a aussi demandé de la remplacer pour Olivia, puisqu'elle est aussi une épéiste de rang S. Mais la vraie raison pour laquelle elle est venue, c'est parce qu'elle voulait voir la magie incroyable d'Alec en action, de près et personnellement. Yora n'en veut pas cependant, et elle repousse Marbel en lui disant que contrairement au groupe Nameless, eux fonctionnent réellement comme une vraie équipe, et ils ne vont pas perturber leur rythme juste pour ajouter quelqu'un de nouveau. Alec se tourne alors vers Ornus, confus, et demande ce que Yora voulait dire par là. Alors Ornus explique que si Nameless est techniquement un groupe, les membres agissent plus comme des aventuriers solitaires, faisant leur propre truc. Lourd était celui qui, d'une manière ou d'une autre, les avait fait travailler ensemble, mais en dehors des explorations de donjons, ils se parlent à peine. Prenez Olivia par exemple, elle déteste impliquer les autres dans ses problèmes et n'accepte jamais d'aide. Elle peut paraître froide ou carrément impolie, mais Marbel insiste sur le fait qu'elle est une bonne personne sous tout ça. Marbel avait l'habitude de traîner avec Olivia tout le temps quand elle s'entraînait. Au début, Olivia a essayé de la repousser, disant qu'elle travaillait mieux seule et n'avait rejoint Nameless que parce qu'elle connaissait un groupe pour traverser les donjons. Mais au lieu de reculer, cela n'a fait que rendre Marbel plus persistante. Et comme Olivia ne semblait de toute façon pas beaucoup se soucier de son équipe, Marbel lui a demandé si elle aimerait faire un raid de donjon ensemble un jour, et Olivia a en fait dit oui, alors elles sont proches depuis. Marbel dit qu'elle n'insistera pas pour venir si elle ne fait que les ralentir, mais elle est sincèrement inquiète pour Olivia et les supplie de faire tout ce qu'ils peuvent pour la ramener en toute sécurité. Mais avant d'entrer, Ornus lance un bracelet à Alec et lui dit de le porter car c'est leur atout caché pour ce donjon. Alec n'a aucune idée de ce que cela fait, mais il fait confiance à Ornus et le met sans discuter. Une fois qu'ils sont tous prêts, le groupe entre ensemble dans le labyrinthe, mais avant qu'ils n'avancent trop loin, Kregia s'arrête pour installer son propre cercle de téléportation. De cette façon, si quelqu'un tombe dans un piège de téléportation aléatoire, il aura un moyen sûr d'être téléporté à ce point en un instant. Ornus est en fait impressionné que Kregia ait eu la prévoyance de tout organiser ainsi, alors il commence nonchalamment à lui tapoter la tête. Mais Kregia n'apprécie pas d'être traitée comme une enfant, surtout pas par lui. Alors elle s'arrête immédiatement, en plein sort, et lui donne un coup de pied sauté si fort qu'il a volé à travers la pièce. Malheureusement, son atterrissage n'est pas si chanceux, car il percute directement un piège de téléportation. Alec panique et se précipite pour essayer d'aider. Mais au moment où il s'avance, il déclenche un piège aussi. Et juste comme ça, tous les deux sont téléportés dans une partie aléatoire du donjon, et c'est en grande partie la faute de Kregia. Du côté d'Alec, il n'a aucune idée de l'endroit où il a atterri, mais il est entouré d'une nuée de monstres et réalise rapidement qu'il va devoir se battre seul. Alors que la horde charge, Alec déchaîne éclair après éclair, anéantissant tout ce qui s'approche trop.
Mais l'un d'eux passe à travers ses défenses et s'élance par derrière, seulement pour être abattu instantanément par une flèche acérée qui le transperce de part en part. Alex se retourne et pousse un soupir de soulagement en voyant Crégia debout là, mais il ne peut s'empêcher de se demander comment elle l'a retrouvé si vite, et elle explique que c'est grâce au bracelet qu'il porte. C'est un anneau de Möbius, et quand deux personnes portent une paire assortie, l'anneau les empêche d'être séparés. Ainsi, peu importe le nombre de pièges de téléportation qu'Alec déclenche, l'anneau entraînera toujours Crégia là où il atterrit, garantissant qu'ils restent ensemble. Yora et Ornus portent l'autre ensemble, donc ils devraient aller bien aussi, mais les choses ne semblent pas vraiment géniales de leur côté, car une énorme foule de monstres les poursuit. Ornus pourrait gérer ça seule, mais Yora n'a aucune force de combat, alors elle conjure rapidement un pilier de terre pour se mettre hors de portée, pendant qu'Ornus plonge directement dans le chaos. Elle le renforce avec une rapide poussée d'endurance et de vitesse, juste assez pour l'empêcher de s'épuiser en plein combat. Avec ce coup de pouce, Ornus s'élance et tranche net le cou du plus grand monstre en un seul coup. Cette élimination brutale suffit à faire fuir le reste des créatures plus petites, complètement terrifiées. Ornus soupire, un peu déçu car elles auraient refait un bon échauffement. Yora descend et lui dit qu'il a géré le tout comme un pro, et Ornus savoure les éloges, appréciant clairement chaque seconde. Mais alors qu'il continue d'avancer, ils tomberont sur quelque chose d'inattendu, et ce sont les restes du boss de l'étage du donjon. Yora se fige car la chose semble avoir été anéantie en un seul coup d'épée net, et elle ne peut penser à personne capable de faire une chose pareille, mais Ornus, lui, le peut. Il n'y a qu'une seule personne qui pourrait réussir cela, et c'est Mélidial, le maître d'armes. Au même moment, dans une autre partie du donjon, le chef de la guilde de l'ombre parle avec Mélie, le félicitant pour son impressionnante performance, car non seulement il a vaincu le boss de l'étage en un seul coup, mais il a aussi balayé Olivia, l'épéiste de rang S de Nameless. Mélie répond nonchalamment que la seule raison pour laquelle c'était si facile, c'est qu'il la connaît, qu'il sait comment elle bouge, comment elle se bat, et précisément comment la contrer. Le chef de guilde remarque que cela expliquerait pourquoi Olivia était si stupéfaite en le voyant, mais il se demande ensuite pourquoi quelqu'un qui a clairement un passé avec une rang S, comme Olivia, prendrait la peine de s'allier à la guilde des ombres. Et s'ils étaient proches, n'aurait-il pas été plus logique que Mélie travaille avec elle plutôt? Mais Mélie répond calmement que si ses objectifs s'alignent avec ceux de la guilde pour l'instant, ses ambitions, elles, sont différentes. De plus, il se moque des ambitions de la guilde des ombres, car tout ce qu'il veut, c'est devenir plus fort. Et pour cela, il a besoin de vraies batailles, et d'une expérience concrète. À ce moment-là, quelques membres de la guilde des ombres arrivent et informent leur chef que des intrus ont été repérés au 72e étage. Le chef ne perd donc pas de temps et leur ordonne de traquer les intrus et de les tuer à vue. Pendant ce temps, Alec et Crégia parviennent à trouver Olivia recroquevillée dans un coin, affichant de nouvelles blessures. Dès qu'elle les aperçoit, elle demande nonchalamment à Crassia de la soigner pour qu'elle puisse continuer à avancer. Mais Crassia refuse catégoriquement, car elle sait pertinemment que si elle la soigne maintenant, Olivia va juste s'enfuir à nouveau dès qu'elle pourra se tenir debout. Agacée, Olivia la fusille du regard, mais ne discute pas. Au lieu de cela, elle serre les dents et se force à se remettre debout, déterminée à continuer malgré la douleur. Alec et Crassia s'interposent rapidement, lui barrant le chemin. Crassia lui dit qu'elle ne la laissera pas partir tant qu'elle n'aura pas expliqué de quoi il s'agit, et elle demande si cela était lié d'une manière ou d'une autre à la guilde des ombres. Mais Olivia se moque de cette idée. Elle affirme qu'il n'y a aucune chance qu'elle perde face à ses faibles, et que celui qu'elle recherche vraiment est son ancien professeur. C'est lui qui a laissé mourir sa mère, et elle a l'intention de le tuer de ses propres mains. Sans un mot de plus, Olivia monte sur un piège de téléportation pour s'échapper, mais Alec et Crégia repèrent ce qu'elle fait juste à temps, et plongent d'eau sur le cercle juste avant qu'il ne s'active. Et en un instant, tous les trois sont téléportés ensemble, directement au milieu d'un nid de monstres. Réalisant qu'ils sont acculés, Alec charge tête baissée dans les seins de monstres, se frayant un chemin par pure volonté. Olivia tend instinctivement la main vers sa lame pour le soutenir. Mais Crégia la retient. Après avoir soigné les blessures d'Olivia, Crégia explique qu'elle prépare un cercle de téléportation, mais qu'Alec ne pourra pas gérer toute la horde tout seul. Touchée par son inquiétude, Olivia sourit, puis s'élance pour rejoindre Alec dans le combat, et tandis que les deux tiennent les monstres à distance, Krasier commence à canaliser le sort de téléportation. En plein milieu de la bataille, un cyclope imposant assène un coup à Alec. Il esquive avec aisance et contre-attaque, mais son coup le touche à peine, il riposte férocement, le poussant contre le mur d'ennemis jusqu'à ce qu'Olivia charge et décapite plusieurs bêtes d'un seul coup net. Alec cligne des yeux, stupéfait de ne même pas l'avoir vu dégainer, et elle lui fait remarquer nonchalamment qu'il est encore un peu vert quand il s'agit de gérer des monstres de haut niveau. Juste à ce moment-là, Crégia termine le cercle de téléportation et appelle Alec, mais le cycle magique vacille et disparaît. Alec comprend immédiatement qu'il y a un mangeur de magie à proximité et ses craintes sont confirmées alors que d'autres créatures inondent la chambre. Dos à dos avec Olivia, Alec tient bon tandis qu'elle s'élance et abat sans effort une autre bête. En la voyant tailler la horde avec précision, Alec ne peut s'empêcher de comparer son style à celui d'Ornus. Là où Ornus se battait de manière bruyante et dramatique, les coups d'Olivia étaient vifs, nets et impitoyables. Ne voulant pas être laissé pour compte, Alec s'élance et en abat quelques-uns à son tour. Olivia lui reconnaît sa puissance et sa maîtrise de l'épée, mais souligne que sa technique est encore trop brute. Elle lui dit d'arrêter de forcer sa force et de laisser plutôt sa lame suivre naturellement son mouvement. Pendant que Crassia scanne la zone à la recherche des monstres qui supprimaient leur magie, Olivia et Alec réalisent que l'essaim ne cesse d'arriver. Olivia l'interpelle.
demandant si Krasia peut localiser le mangeur de magie. Krasia lui répond en criant qu'elle l'a trouvé, mais qu'il est entouré d'un énorme amas de monstres. Sans hésiter, Olivia charge droit dans la foule, tranchant tout sur son passage pour protéger Kraja du danger. Alec virevolte dans la chambre, essayant d'éloigner le reste, mais une bête ailée fond sur lui. Il lève sa lame juste à temps pour dévier le coup et la repousser. Mais cette maudite chose ne lâche rien et continue de le poursuivre sans relâche. Alors Alec l'attire pour qu'elle se heurte à un cyclope voisin. L'oiseau le déchiquette en quelques secondes, mais son attention ne quitte jamais Alec. Au même moment, Olivia continue de réduire la distance entre elle et le mangeur de magie jusqu'à ce qu'elle le mette finalement à terre et détruise ce qu'il gardait. Elle appelle rapidement Kraja, lui faisant savoir que c'est fait, alors Kraja commence immédiatement à charger un nouveau cercle de téléportation. Dès qu'il est prêt, elle appelle Alec, qui déchaîne un coup de tonnerre à pleine puissance qui électrocute l'essaim de monstres, qui le harcèlent toujours. Et une fois qu'ils sont à terre, il se dépêche de retourner auprès de Kraja, qui attend qu'Olivia arrive. Après s'être frayé un chemin à travers la marée incessante, Olivia finit par percer et les atteint. Elle saisit la main d'Alec, et avec tout le monde réuni, Kraja active le sort et les téléporte hors de ce piège mortel, infesté de monstres. Une fois en sécurité à l'extérieur, Olivia se tourne vers Alec et lui demande pourquoi il ne lui a jamais dit qu'il pouvait utiliser la magie de cette façon. Il lui rappelle qu'il l'avait déjà mentionné auparavant. Elle admet que c'est étrange de le réprimander comme si elle était une sorte de mentor, mais le remercie tout de même de l'avoir aidé à survivre à cette pièce infernale. En brandissant une épée. Alec dit qu'il gardera ses conseils à l'esprit et lui dit puis jette un coup d'œil à Gracia et lui demande si elle est soulagée, ne sont toujours pas complètement guéries. Elle avertit que si Olivia continue de se battre aussi imprudemment, ses plaies vont se rouvrir. Puis elle évoque ce qu'Olivia avait dit plus tôt à propos de celui qui l'avait trahi, demandant qui l'avait blessé si gravement. Olivia se confie enfin. Elle raconte que sa mère était une aventurière qui est morte quand elle était encore enfant, la laissant complètement seule. Dans ses jours les plus sombres, un homme nommé Mélie l'a recueillie et l'a élevée comme sa propre fille. Il l'a entraînée à l'épée et lui a transmis toutes ses techniques secrètes. Même si la douleur de perdre sa mère ne s'est jamais complètement estompée, les souvenirs et son entraînement lui ont donné quelque chose à quoi se raccrocher. Et avec le temps, Olivia en est venue à respecter profondément son maître pour sa force et ses enseignements. Des années passèrent, après être devenue elle-même une épéiste accomplie, elle demanda à Mélide si elle était enfin devenue forte. Il sourit et dit qu'elle avait surpassé tout ce qu'il avait jamais attendu d'elle, puis il tira une lame trempée de sang. Olivia resta figée d'incrédulité alors qu'il lui taillait une profonde blessure dans le dos. Alors qu'elle s'effondrait sur le froid sol du donjon, se vidant de son sang, Mélide lui dit que c'était lui qui avait tué sa mère. De retour au présent, Olivia ressent toujours cette trahison déchirante, car Mélie l'avait manipulée pour qu'elle l'admire, tout en étant celui qui avait brisé son monde. Dépouillée, puis elle se retourne et écarte ses vêtements, révélant l'énorme cicatrice gravée dans son dos. En fait, ce seul coup d'épée n'a pas seulement volé sa confiance, il a effacé chaque moment de chaleur et chaque bon souvenir qu'ils avaient partagé. Maintenant, tout ce qu'elle sent qu'il lui reste, c'est ce cruel rappel gravé dans sa peau. La voyant s'effondrer, Alec drape silencieusement sa veste sur ses épaules et lui dit qu'il sait exactement ce que ça fait. Il admet qu'il a lui aussi cru avoir tout perdu un jour, mais ce sont ses amis qui lui ont fait réaliser que ce n'était pas le cas. Olivia, la voix lourde de douleur, marmonne qu'elle n'a besoin de personne, mais Alec lui rappelle doucement que même Lourg est là-bas, se battant pour la venger. Cela la fait taire. Alors Kreja s'avance, mentionnant discrètement qu'en la soignant plus tôt, elle avait remarqué d'innombrables autres ecchymoses cachées sur le corps d'Olivia. Elle admet qu'elle ne peut rien faire pour les vieilles cicatrices, mais promet qu'elle sera toujours là pour l'aider avec les nouvelles, quoi qu'il arrive. En entendant cela, Olivia serre les poings, réalisant que Lorg et Marbel ont tous deux fait de leur mieux pour la soutenir depuis le début. Mais au fond d'elle, elle ne pense pas qu'ils comprennent à quel point Mélie est vraiment terrifiant. Dans son esprit, aucun d'eux ne peut le vaincre. Alec prend la parole fermement, et dit que si Lorg et Marbel ne peuvent pas le faire, alors lui et Kreja se tiendront à ses côtés à la place. Submergée par leur sincérité, le sang-froid d'Olivia se fissure enfin, et elle éclate en sanglots. Kreja s'approche alors et l'embrasse doucement sur le front, la réconfortant jusqu'à ce que les pleurs cessent. Quelque part, plus profondément dans le donjon, Ornus gémit à propos des pièges sans fin dans lesquels il est tombé. Yora, visiblement agacée, souligne que la plupart de ces pièges ont été déclenchés à cause de son comportement imprudent. Malgré tout, elle le prévient de rester vigilant, Alec et Kreja, car quelqu'un a déjà vaincu le boss de l'étage. Mélia est probablement déjà au dernier étage. Il estime que Mélia ne prendra probablement pas la peine d'attaquer Alec ou Kreja et commence enfin à se détendre. Mais alors, Ornus la prend au dépourvu en saisissant sa casquette et en lui faisant signe de se taire. Non loin d'eux, des membres de la Guilde des Ombres avancent discrètement dans le donjon, leur chef avalant nonchalamment un noyau de donjon. Quelques instants plus tard, Georgia et Ornus les interceptent, supposant que son équipe pourrait être celle qui a blessé Olivia. Le chef les repère et reconnaît instantanément une valeur potentielle, ordonnant à son escouade d'attaquer. Mais c'est fini en un éclair, car Ornus les met en déroute en seulement 2 secondes et ligote tout le groupe. Il s'approche du chef et exige de savoir ce que la Guilde des Ombres recherche, mais le type reste muet jusqu'à ce que Yora enroule une chaîne empoisonnée autour de son cou. Étouffant sous la pression, l'homme cède finalement
et admet qu'il ciblait le noyau du donjon au dernier étage. Yora lui demande ensuite s'il connaît Mélie, et l'homme confirme, ajoutant que le pouvoir de Mélie est bien au-delà du leur. Réalisant que ces types ne sont pas la vraie menace ici, Ornus dit à Yora qu'il est temps d'avancer et de rattraper Alec. Au moment où ils commencent à partir, l'homme ligoté sourit et dit à Ornus qu'avaler le noyau du donjon n'était pas juste pour le spectacle. Ornus regarde avec confusion, mais Yora perçoit soudain une étrange vibration résonnant à travers les murs du donjon. Elle ne peut en localiser la source, alors elle dit rapidement à Ornus de se taire, mais il est déjà trop tard car toute la pièce commence à trembler violemment. Du sol, l'homme sourit, annonçant que le noyau lui a donné le contrôle total du donjon. Le tremblement s'intensifie et la terre s'ouvre sous eux. Yora trébuche et un gouffre massif déchire le sol. Et un par un, les membres de la guilde des ombres tombent dans l'abîme. Avant qu'elle ne puisse tomber, le chef de guilde la rattrape en plein vol et disparaît dans les profondeurs avec elle. Souriant méchamment, il interpelle Ornus, déclarant qu'il emmène ce prix de spécial avec lui et le défie de le suivre dans le niveau le plus profond du donjon pour l'affrontement final. Ailleurs, Olivia est prise au dépourvu lorsqu'elle découvre qu'Alec a autrefois servi comme magicien de la cour impériale de Guldana. Il lui dit que malgré le titre, la plupart de sa magie était autodidacte depuis l'enfance. Et après avoir perdu ses deux parents très tôt, il n'avait rien d'autre à faire que de pratiquer sans relâche. Et tandis qu'Olivia pense silencieusement qu'Alec est bien plus adapté à l'aventure qu'aux fonctions politiques, Crégia s'arrête soudainement net. Elle explique qu'avant d'entrer dans le donjon, elle et Jorna avaient convenu de se regrouper à cet endroit, si quelque chose tournait mal. Mais comme Jorna n'est pas apparue, Crégia soupçonne qu'elle a eu des ennuis. Juste à ce moment-là, ils aperçoivent un gouffre massif déchirant le sol devant eux. Curieux et inquiet, ils s'approchent et Olivia aperçoit quelque chose à l'intérieur et saute immédiatement, saisissant sa casquette, qu'Alec reconnaît. Ailleurs, Yora reprend conscience, entourée par la guilde des ombres, et exige de savoir pourquoi ils lui ont épargné la vie. Gloria sourit et lui dit que c'est un secret, se moquant d'elle, pour avoir agi comme si elle était en contrôle. Non loin de là, Mélie le réprimande de cesser de plaisanter, mais Gloria insiste qu'il ne faisait que blaguer. Soudain, Ornus fait irruption dans la pièce et fracasse le mangeur de noyaux d'un seul coup rapide. Gloria s'apprête à l'engager, criant à son partenaire de continuer d'avancer. Le mangeur de noyaux, stupéfait qu'Ornus les ait trouvés, réalise rapidement que le traçage était possible grâce au bracelet qu'ils portaient tous les deux. Alors qu'il arrache le bracelet de Yura de son poignet, Ornus demande pourquoi il était si désireux de la capturer. L'homme refuse de répondre, assomme Yura et l'emporte. Ornus menace de le déchirer s'il pose un doigt sur elle, mais le mangeur de noyaux ne bronche même pas et s'enfuit aux côtés de Melia. Puis Gloria empêche Ornus de le poursuivre et remarque qu'Ornus ne sera pas facile à battre. Pendant l'affrontement, Ornus observe que l'épée de Gloria, malgré sa puissance, n'est pas un véritable artefact. Faisant confiance à sa lance, Ornus fracasse l'arme de Gloria et la lui enfonce droit dans le ventre. Alors que Gloria s'effondre au sol en sang, Ornus se tourne pour poursuivre Mélie. Mais Gloria éclate soudainement en un cri d'aimant. Gisant là, trempée de sang, Gloria s'écrie que Mélie est un salaud sans cœur de l'avoir entraîné dans quelque chose d'aussi imprudent. Jurant vengeance, il hurle qu'il les massacrera tous. Et tandis qu'Ornus se tourne pour achever le travail, Gloria lève les deux mains, invoquant une force démoniaque qui absorbe son sang et referme rapidement ses blessures. Sa lame brisée se reforme à travers l'énergie sombre, et avec un sourire glaçant, Gloria avertit Ornus qu'il est sur le point de mettre fin à sa vie. C'était la fin de l'épisode 8, abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain épisode.